Donc, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Charybde pour la 5e rencontre de résidence de Léo Henry et 3e et dernière rencontre de Léo Henry en solo pour parler d'écriture, de politique et de tout ce qui se cache sous le tapis quand on écrit un livre. Je ne vous représente pas tous les livres de Léo Henry, mais on peut, s'il y en a que vous ne connaissez pas, on peut en reparler à la pause. Et Léo, je te passe tout de suite la parole. Ça marche, merci Anaïs. Alors, intro. Dans le cadre de cette résidence, il y a un partenariat entre les résidences Île-de-France et le site Remue-Net, voilà, sur lequel, qui sont venus faire une des captations en vidéo et sur le site duquel on retrouvera toutes les vidéos au terme de résidence. Et ce site offre la possibilité de mettre des bonus. Voilà. Et du coup, là, j'ai juste absolument pas le temps de le faire. Donc, je me contente déjà de faire ces rencontres et d'écrire mon livre, ce qui me prend déjà pas mal de temps. Mais je vais mettre un bonus sur le site Remue-Net. Et en fait, c'est que j'ai des cahiers, comme celui-là, que je remplis année après année, dans lesquels je mets toutes sortes de choses. Donc, il y a des manuscrits, il y a des idées, ça fait office aussi de journal intime, ça fait office de plein de choses. Et donc du coup dedans j'y ai noté depuis des années, et donc depuis avant que j'ai commencé à travailler sur Hildegarde, j'ai noté à peu près tous les rebondissements internes psychiques liés à Hildegarde. Et donc ce que je fais, c'est que je reparcours ces carnets dans l'ordre chronologique, et je reprends tous les moments où je parle de Hildegarde, où je me dis il faudrait que je mette ça dans ce livre, etc. Donc y compris à des moments où le livre n'existe pas du tout dans ma tête, enfin il n'existe que dans ma tête, mais voilà. Et donc ça fait un journal, alors c'est un peu rigolo, c'est très lacunaire, mais ça fait un journal en fait en gros de ce qu'est l'idée de ce livre au fur et à mesure. Et là pour l'instant, alors j'ai commencé à dépouiller ça prend plein de temps, donc j'avance très lentement, je ferai ça une fois que j'aurai terminé d'écrire le livre, je terminerai. Et voilà, j'ai assez hâte d'arriver au moment où j'écris vraiment Hildegarde, où je me plains jour après jour, que ça n'avance pas, ça va être particulièrement gratifiant. Mais donc du coup, ça c'est l'anecdote, mais en revenant dans ces carnets, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal du blabla politique, enfin du blabla théorique autour de la littérature qui était déjà présent depuis des années. Et c'est un truc qui est en mouvement. Et à plusieurs reprises, j'ai noté en fait que ce serait pas mal que c'est pas mal. J'ai caressé l'idée en fait de mettre ça par écrit et je sais pas, de faire un article ou un truc. Et j'ai toujours écarté cette idée. En fait, je sais exactement pourquoi j'ai écarté cette idée. C'est parce que ça rentre un peu en contradiction avec une des choses qui me tracasse, qui est le souci d'autorité, en fait. Et que comment dire, j'avais pas envie de faire un article dans lequel rentrerait en considération des choses qui sont pas moi, en fait, voilà, qui seraient des espèces de valeurs symboliques qui seraient apportées par ce travail d'écrivain. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de cet article que j'ai jamais écrit? Et ben en fait, j'ai fait ça. C'est ce que je Et donc, c'est exactement à ça que vous me servez. Vous me servez à ne pas écrire cet article. Et non, mais du coup aussi de pouvoir le faire en public et avec évidemment des contradicteurs et avec des mais c'est enregistré? Absolument, c'est enregistré. Mais du coup, alors le fait que c'est enregistré, moi je trouve ça vachement. Alors, il y a le fait effectivement que ça va laisser une trace. Que dans cette trace, je n'arrête pas de répéter. Je suis aussi absolument persuadé que c'est, en regardant l'état de ma réflexion il y a 4 ans, effectivement, il y a plein de choses qui manquent, etc. Donc du coup, je sais aussi que c'est un état de ma réflexion sur ce sujet. Il y a aussi le fait qu'au terme de cette résidence, je vais arrêter d'en parler pendant 10 ans, on va dire. On va poser, que j'ai pas du tout, vocation à poursuivre ce travail au-delà de ce moment. Je prétends pas que c'est plus que ce moment. Et par contre, le fait que ce soit capté, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'avoir des retours un peu plus vastes que la petite foule qui se presse en Charybde et qui effectivement a les possibilités matérielles d'être là. Voilà. Donc, là où je voulais en venir, c'est que c'était une série de remerciements. En fait, je suis très reconnaissant à la région Île-de-France de nous avoir filé du blé pour faire cette résidence. Parce qu'en fait, on a mis sur le papier ce qu'on voulait faire et on fait exactement ce qu'on veut faire. Donc, c'est des conditions de travail qui sont quand même idéales, on va dire. Et voilà, et aussi vous remercier vous d'être là pour permettre que cette chose existe. Remercier Charybde qui a toujours été de bon accueil et puis partenaire depuis le début de cette aventure. Et voilà, ça c'était l'introduction en forme de remerciement. Et Remue-Net et voilà, et toutes les possibilités de faire. On a le mule pour toi. De faire vivre cette résidence. Ça c'est la fin de l'intro. Ah, ça c'est. C'était comme ça dans les amphis aussi à l'époque.
Alors du coup, Anaïs m'a dit la dernière fois qu'on a commencé un peu de façon abrupte. Du coup, la dernière fois, on est rentré dans le vif du sujet, peut-être un peu sans reposer les bases. En même temps, les gens qui étaient là, ils étaient déjà là. Et du coup, ce que je me proposais de faire pour la première partie, enfin pour la partie théorique, avant d'aborder franchement le vif du sujet problématique qui est enfin de parler de comment j'écris les livres que j'écris, c'était de faire un petit récap. J'ai essayé de reformuler un peu ce qui me semble être des choses sur lesquelles je me suis arrêté à cet état-là de ma réflexion, et éventuellement ouvrir des pistes, dont y compris une piste qui est une pure intuition et qui est un peu folle, mais ça je la garde pour la fin. Donc, alors je vais lire mes petites notes parce que comme ça sera plus simple. Le système industriel de production du livre, donc qu'on appelle la chaîne du livre, porte la définition consensuelle de ce qu'est la littérature. Appartient à la littérature son produit, donc le produit de la chaîne du livre, c'est-à-dire la production écrite dont la commercialisation lui permet de dégager de la survaleur. Voilà. Tout va bien ? Marxiste. Voilà. Ah, complètement marxiste, ouais, une définition complètement marxiste, mais qui du coup présente l'intérêt de remettre à sa, sinon juste place, du moins à une place subalterne, des données idéalistes qui sont après réintégrées et qui, à mon sens, sont plutôt le produit du coup des conditions de production. Une définition plus large de la littérature pourrait être, voilà, alors ça c'est une définition que je vous propose, une création qui a pour matériau le langage et pour finalité une exploration des potentialités du langage. Voilà. Allons-y largement. Donc ça c'est pour pouvoir inclure, vous l'avez compris, la blague corse dans la littérature. Donc ces deux définitions sont parfois contradictoires et les impératifs de l'une peuvent aller contre les intérêts ou les nécessités de l'autre. Alors peuvent aller dans le sens où évidemment je ne pense pas que la définition opératoire par la chaîne du livre de la littérature ait pour vocation d'aller à l'encontre de la définition plus large. C'est simplement qu'il s'avère que dans son mode de fonctionnement, parfois ça lui marche sur les pieds. La première définition, donc, qui est la définition opératoire et consensuelle, est par ailleurs contingente. Elle est bornée dans un espace socio-historique et, voilà, et très limitée en fait dans le temps. On peut dire 250 ans, 300 ans, et vraisemblablement plutôt notre définition occidentale, c'est assez bien exporté, mais du coup qui est une définition contingente, et il n'y a pas besoin de creuser très loin l'histoire de la littérature pour se rendre compte que cette définition est contingente, en fait, est liée au système de production lui-même, à l'apparition du système de production lui-même. C'est fermé bordé, donc c'est compact. Quoi Voilà. Non, rien. Pour justifier son ascendant, enfin pour justifier, comment dire, pour justifier le fait que ce soit la définition admise, le système industriel de production va inventer l'écrivain en octroyant donc au producteur, à celui qui est identifié comme le producteur de la littérature, une valorisation sociale symbolique par le titre d'écrivain, voilà, donc avec tous les à côté que ça implique, et va lui accorder par ailleurs la propriété d'éléments qui sont impossibles à posséder et donc encore plus à céder, qui est donc la propriété intellectuelle. C'est le fait de donner à l'écrivain la propriété de choses immatérielles que sont les idées, voilà, en faisant admettre que ce sont ses idées, en admettant donc que les idées peuvent être la propriété de quelqu'un, enfin, peuvent être le bien de quelqu'un. Ça a des conséquences qui sont, que je ne caractériserai pas comme positives ou négatives, mais de renforcer l'importance de l'individu dans la littérature, donc en particulier dans des systèmes qui travaillent la promotion, c'est en gros utiliser la personne, le nom de la personne comme une marque, et par ailleurs la mise en concurrence avec ses pairs, puisqu'il y a une... comment dire, au lieu d'envisager la littérature comme un édifice que construiraient toutes les personnes qui y travaillent, il y a le fait que du coup on est sur des segments financiers, donc quand on et segments financiers ou des segments tout court, en fait, quand on est en train de lire le livre de quelqu'un, on n'est pas en train de lire le livre du voisin et on n'a pas acheté le livre de l'un si on achète le livre de l'autre. En contrepartie, elle ne garantit, alors je ne sais pas trop comment c'est lié, ça je l'ai mis d'à côté, mais en tout cas il s'avère qu'elle peut se permettre, mais ça je pense que c'est lié au premier point, en fait, au fait de l'invention de l'écrivain et de sa valorisation symbolique, elle peut se permettre de ne lui garantir aucune stabilité financière,
voilà, en le positionnant en fait symboliquement le plus loin possible de l'idée même du salariat. Donc c'est en gros exclure l'écrivain donc en tant que statut symbolique de cette chaîne de production en fait, faire semblant qu'il ne participe pas ou en tout cas poser différemment la question du travail. Alors là, j'ai une petite anecdote parce que entre temps je suis tombé sur une vidéo assez amusante de Didier Vampas. J'ai une grande sympathie pour Didier Vampas et qui en gros a fait une déclaration un petit peu stupéfiante. Enfin, en gros, il expliquait à la question habituelle que lui faisait la journaliste de dire mais vous avez gardé votre travail comme bouée de sauvetage. Elle a dit mais j'ai jamais gardé mon travail comme bouée de sauvetage, c'est juste que j'ai jamais imaginé que j'allais faire des sous avec la musique. Enfin, que ça n'a jamais été l'objectif. Et du coup, sa conclusion, il dit le système capitaliste a ceci d'intéressant sur tous les autres systèmes totalitaires, c'est que si tu veux pas y participer, on te fout la paix. Voilà. Donc moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette notion, c'est de ne pas exclure du tout le fait qu'il y a une volonté totalisante du capitalisme. Et effectivement, voilà, Didier Vampas a beau ne pas vouloir gagner d'argent avec sa musique, il s'avère qu'il a eu un employeur. Enfin voilà, que par ailleurs, il a participé à la société capitaliste, il a été exploité en tant que prolétaire de la même façon. Mais en fait, le truc c'est qu'il a choisi de ne pas le faire au sein de l'industrie artistique. Et effectivement, il s'avère que le système lui-même, à partir du moment où tu... Comment dire, il ne prétend pas façonner ton esprit par rapport à ça. Parce que sa volonté totalisante en fait est surplombante et donc n'en a rien à cirer que tu te plies ou non aux règles. Si tu t'y plies, c'est mieux. Non, même pas, si tu t'y plies pas, on s'en fout, quoi. Mais donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est donc que le système capitaliste ne contraint personne à participer de sa bonne marche. Voilà, que l'écrivain se plie ou non à l'industrie, il y a un moyen de dégager la survaleur de son travail. Par contre, là où c'est assez pernicieux comme système, c'est que évidemment, il peut y avoir une tendance à intégrer soi-même ces règles implicites et les intégrer et s'y plier, comment dire, de son propre gré. Enfin, ce serait comme une certaine forme d'autocensure. Voilà. Et donc là j'ai mis Truby, etc. entre parenthèses, mais alors Truby c'est un de ces théoriciens des scripts hollywoodiens. En gros, c'est que du coup, c'est de prendre acte qu'on fait les choses d'une certaine manière, et donc du coup, pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager de faire les choses, on va les faire de cette certaine manière. Ce qui du coup a réduit le spectre de ce qu'il est possible de faire en théorie. Et donc mon point suivant, voilà. Ah oui, et donc ça c'est le point aussi où on était arrivé la dernière fois et sur lequel les débats s'animent brusquement, quoi. C'est que la chaîne du livre est mise en question par des outils nouveaux. Enfin, comme n'importe quel système industriel, en fait, il s'avère qu'il y a des innovations qui sont faites, qui ne sont pas nécessairement le fait de la chaîne industrielle, et qui posent des questions sur ce fonctionnement qui était postulé comme évident. Donc l'outil en particulier sur la littérature, enfin, ou en tout cas un des outils, mais je pense que c'est l'outil majeur, c'est la transformation de la diffusion-distribution par l'apparition d'Internet. Ouais. Et voilà, et donc ça repose aussi le fait que le capitalisme, contrairement à des discours qui sont souvent tenus, n'est pas porteur de progrès technique. Et que souvent le progrès technique pose des problèmes à l'industrie, voilà. Et que souvent, si on peut, si le système tel qu'il est mis en place peut retarder l'application de ces progrès, si ça permet de dégager plus de survaleur de le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc il n'y a pas non plus cette idée que le capitalisme serait le moteur de la... Et voilà, moi je reste persuadé donc de l'intérêt de cette marge en fait qui s'est ouverte, de ce qui s'y trouve questionné, de ce qui s'y ouvre en termes de potentialité de création et de ce qui peut s'y créer. Et aussi, moi je trouve ça enthousiasmant parce que c'est évidemment une preuve flagrante et très difficile à remettre sous le tapis de la contingence de ce système et donc de cet objet qu'il a créé, de cet objet symbolique qu'il a créé. Alors, les questions pour moi que ça ouvre et que je trouve importante, on va dire, c'est la question du travail de l'écrivain. Donc, en cela qu'elle rejoint la question d'autres, enfin, donc d'abord, enfin, de proche en proche, hein, la question, par exemple, des intermittents du spectacle, donc des artistes précaires, mais en réalité des précaires tout court, et en réalité la question des travailleurs en général. Et il me semble que voilà, que cette
suite de dominos ouvre en tout cas un biais. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça permet de le penser efficacement, mais en tout cas, il me semble que voilà, ça met un coin dans la masse et que ça fait... Je sais pas, mes métaphores sont de plus en plus foireuses. Bon, je vais m'arrêter là de filer la métaphore. Voilà. Après, il y a aussi un autre truc que moi je trouve ultra intéressant, c'est que percevoir la contingence de ce qui borne la définition étroite de la littérature, c'est aussi commencer à y discerner tout ce qui manque. C'est-à-dire que si on considère que la définition étroite donc, est consensuelle, mais aussi contingente de la littérature, recouvre la totalité de la littérature, la question ne se pose pas en fait. À partir du moment où on se rend compte que ça n'est pas le tout de ce qui existe et que c'est surtout pas le tout de ce qui est possible, on se rend compte de tout ce qui manque, et ce qui manque c'est comme à peu près tout dans notre représentation du monde, donc c'est massivement les femmes, les gens racisés, les pauvres. Et voilà, alors dans la littérature, particulièrement, les illettrés sont quand même vraiment sous-représentés. Et c'est pas... Mais cela dit, ça... non, mais si on imagine, ça pourrait ressembler à une blague, mais d'un autre côté, on n'est pas obligé d'imaginer que la littérature... Si on en fait un objet, écrit, par exemple, effectivement, ça réduit la littérature. En même temps, mais je suis absolument persuadé que la littérature déborde de très loin. Mais il suffit de mettre un apostrophe à elle. Elle apostrophe à littérature. La littérature, quoi. Ouais. La littérature. Et là, c'est bon, on a les illettrés. Et voilà, ok, parfait. Donc mais il faut qu'ils sachent se servir de l'ordinateur. Il faut qu'ils sachent, il faut trouver des biens. Non, oui, il faut qu'ils sachent raconter une blague corse, moi je crois. C'est vraiment, c'est le paradigme de la blague corse. Mais... Eh ben, vas-y, dis. Il y a une conséquence. Ah, mais si, il faut la dire, la conséquence. Mais je suis d'accord. Ça marche. Mais sinon si ça vous va, je parcours juste jusqu'au bout mon truc et après je suis tout apte. Les débats corse. Sur les blagues corse. Est-ce que c'est une épidémie mimétique? Et voilà, et du coup, il y a aussi, ça c'était sur la puissance symbolique ensuite qui est mise à l'œuvre derrière enfin comme outil, c'est aussi que le fait de remettre en question l'essentialisme généré par cette définition, c'est-à-dire de prétendre quelque chose de contingent et quelque chose d'universel, c'est aussi potentiellement éclairer les manipulations que l'on peut faire à partir de ce qu'est la littérature. Voilà, à partir du moment où on considère que la littérature dominante est universelle, on peut la parer de toutes sortes de vertus, voilà, et donc simplement le fait de dire que, j'en sais rien, que la littérature c'est bien, ou que la littérature c'est un bon outil pour lutter contre l'intolérance, me paraît déjà des positions qui reposent en fait voilà, sur cette idée essentialiste de ce qu'est la littérature, alors que, à mon sens, la littérature est un objet, et donc un objet qu'on peut charger de toutes sortes de choses. Donc par exemple, ce que j'avais défini en très bon français de art-washing lors de la première séance, mais voilà, ça c'est des choses typiquement qu'on fait avec la littérature, parce qu'on imagine, parce que la littérature est chargée de quelque chose de l'ordre du transcendant, voilà, c'est irréprochable. Voilà, un politicien qui soutient la lecture publique ne peut être que quelqu'un de formidable, parce que la lecture publique, comme chacun sait, c'est formidable. Comme Goebbels. Non, c'est la fin, il sortait son flingue. Goebbels fait de la littérature publique. C'est formidable. Voilà, alors sinon j'avais non mais j'écoute pas ce que tu racontes. Tant qu'on n'est pas dans le débat, moi j'écoute pas. Hein. Et même quand on est même dans le débat, je feindrais de pas entendre. Alors ça c'était pour le récap global. Après j'ai 2-3 petits trucs plus anecdotiques pour voilà, une fois qu'on a lié le gigot, nous allons taper avec le marteau. Et alors voilà, là non, c'était sur des questions qui se posaient la dernière fois, mais que j'ai trouvé intéressantes. En fait, c'était sur la richesse de ce qui peut se faire en dehors du système, et en particulier par Internet, et où Thomas avait dit, mais est-ce que tu les lis toi les fanfictions? Effectivement, la réponse à cette question était non, hein, je ne les lis pas. Par contre, j'ai réfléchi, et il y a des choses qui ont émergé qui me paraissent, qui m'ont paru intéressantes en fait, ces derniers temps, et en particulier le boulot d'une BDaste et plasticienne qui s'appelle Tanks, qui par ailleurs est anarchiste, et que j'ai découvert de par ses prises de position politiques en fait, avant de découvrir son travail, et qui du coup elle a développé tout un système voilà, par internet en fait. C'est qu'elle fait plutôt des sérigraphies qu'elle vend directement de l'artiste
de l'artiste du producteur au consommateur. Et là, voilà, là, elle a terminé une bande dessinée qu'elle va publier chez un éditeur à terme, mais qu'elle diffuse en fait au fur et à mesure qu'elle avait terminé les chapitres. Elle en fait des petits fanzines qu'elle photocopiait et qu'elle vendait quelques euros. Voilà. Donc c'est dans les exemples de choses qui en fait en réalité se développent et avec lesquelles en tout cas j'ai pas l'impression qu'il m'a été difficile de rentrer en contact, et ni non plus que ça présentait que c'était compliqué à acquérir, et qui pose ces rapports de façon légèrement différente. Un autre point, ça c'était plus pour revenir sur cette idée d'intégrer le capitalisme en soi. Je pense, alors je vous le dis, parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce que j'ai écrit la nécessité politique de l'expérimentation. Donc l'autocensure comme premier moteur de réaction. Voilà, mais ça c'était plus aussi sur la nature du langage pour saisir le réel. C'est qu'effectivement je pense qu'il y a quelque chose, c'est un outil à faire des généralités. Voilà, le langage nous permet de réunir des événements singuliers sous une série d'objets qui sont les mots, les formules, les expressions, mais que du coup, par essence, il y a cette tendance qu'a le langage de générer des choses figées. Voilà. Et donc, et les choses figées arrivent assez rapidement à en devenir des clichés. Voilà. Et du coup, ce que recouvre le cliché ensuite, c'est repart dans l'autre sens, c'est-à-dire une transformation du réel par un certain nombre de catégories qui du coup s'en retrouvent limitées. Et donc du coup, le travail qu'il y a à faire sur la langue, mais après qu'il y a à faire en général, c'est pas du tout le rôle des écrivains, et je pense que par ailleurs on le fait, enfin, il est fait en permanence, c'est du coup de toujours remettre en question l'outil et de toujours expérimenter l'outil. Mais du coup, il y a aussi cette chose-là, c'est qu'une relation passive à cet outil, c'est juste le principe de la domination, c'est que quand la passivité en domination juste conduit à la reproduction du même. Enfin, il n'y a aucune raison que le pouvoir, c'est très précisément que les choses se font par elles-mêmes et qu'elles ont l'air normales. Voilà. Tu peux éclaircir le pouvoir, ce qui est. C'est ce que Annie Lebrun appelle ça ce qui est. C'est plus sur la question de comment dire. Juste la dernière phrase que j'ai pas compris. Le pouvoir, c'est de. Le pouvoir, c'est de pas faire en fait. Enfin, c'est la différence entre je vais pas y arriver, les mots manquent. Je suis désolé. Je vous expliquerai après la deuxième partie. Je suis un peu à la ramasse ce soir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où comment dire. Transformer. En fait, justement, ouais, voilà, c'est que le pouvoir, c'est l'état des choses tel qu'il est. Ouais. Voilà, c'est ce qui est. Mais le pouvoir de qui? Enfin, il me manque des sujets. Alors, comment dire, entre le dominnant et le dominé, voilà, c'est l'état de fait tel qu'il est, quoi. Et que si rien n'est fait, que les choses n'évoluent pas. C'est le pouvoir. Enfin, c'est pas l'intérêt du pouvoir, c'est ce qui définit, c'est l'essence du pouvoir. Le fait que les dominés n'agissent pas et l'essence. Elle dit ce qui est. C'est-à-dire, c'est vraiment l'essence du pouvoir. Il a raison, c'est ça. Oui, non, mais je mets pas en doute qu'il ait raison ou pas, si je n'arrive pas à comprendre. En fait. Il me manque c'est trop abstrait, il me manque des sujets, des verbes. Enfin, qu'est-ce que le pouvoir de qui en fait, Pardon, mais on peut en parler dans la deuxième partie ou après. Ça va peut-être réussir à renouer dans ma tête. Il y a un super truc, mais j'ai les mots, mais ça, ouais. C'est pas très efficace, quoi. Sinon, ça va me revenir, peut-être ça va me revenir. Après, vous faites un grand débat, vous me laissez réfléchir et je vais retrouver les mots. Je suis désolée. Non, mais il y a un truc sur la. Parce que c'est un truc que je trouve assez intéressant sur le rapport à la violence aussi, en fait, sur la violence et la puissance. Et en fait, très souvent, l'exercice de la puissance se dispense totalement de violence en réalité. Et donc du coup ce qui est pointé comme un signe, ce qui est souvent stigmatisé dans la façon dont le monde fonctionne, c'est c'est l'hyperesthésie à la violence en fait. C'est-à-dire que toute manifestation de violence est vue comme quelque chose de négatif, quoi. Alors qu'en réalité, le pouvoir de la puissance est beaucoup plus insidieux et en réalité, souvent, la violence est la seule possibilité qu'il y a pour contrer ça. Voilà. Simplement, la puissance est souvent une non-action, c'est-à-dire que ce qui relève de l'évidence, c'est aussi le passage du contingent à l'universel. En fait. C'est à partir du moment où tu considères que le contingent est universel,
comment dire. Mais je sais pas, après c'est très... Non, je viens de comprendre mathématiquement, c'est devenu concret. C'est juste le principe d'équilibre, mathématique d'équilibre. Quand tu veux passer d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre, ça te demande physiquement, en termes de physique et de mathématiques, mathématiques calculées, un effort démentiel qui est de la violence pour une société. Et que l'état d'équilibre lui-même, c'est beaucoup moins fatigant en fait, ou même disons que c'est presque l'inverse, c'est presque tuant de sortir d'un état d'équilibre, même si l'équilibre est souffrant. Donc voilà, j'ai vu dans ma tête les bases physiques et ça... Merci, je comprends ce que tu veux dire. Moi je suis plus trop sûr. Enfin je comprends un truc qui n'est peut-être pas ce que tu as dit, mais c'est ça la littérature. C'est ça le langage. Carrément, ça c'est le point où ma tête va exploser, mais je sais même pas si je vais réussir à trouver... mais j'ai un point juste qui précède le point où ma tête va exploser, quoi. Ah oui, c'était sur le rôle du lecteur, mais ça c'est un truc qui est, je me rends compte qu'il y a une obsession un peu récurrente chez moi depuis le début que je travaille, mais c'est aussi, comment dire, le rôle absolument essentiel de la personne qui reçoit la littérature dans l'avènement de la littérature, et qui... pour moi, est au moins équivalent à celui qui l'a produit, et en même temps, je me demande si c'est pas l'endroit majeur, si c'est pas vraiment, enfin, je me le demande, c'est une fausse question, que c'est l'endroit où se produit la littérature, parce que du coup, le lecteur amène lui-même. En fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est que la littérature se produit à l'endroit où le lecteur investit le texte, et en même temps, c'est exactement comme ça aussi que fonctionnent nos relations avec les gens et avec le monde en général et avec notre environnement. C'est-à-dire c'est le moment où nous acceptons de donner de nous pour nous reconnaître dans notre environnement, dans l'autre, dans l'animal, dans la nature. Voilà. Et y compris dans les signes, dans le texte, quoi. Et donc à l'importance supérieure de celui qui reçoit, qui est celui qui se donne dans l'acte de réception. C'est exactement ce que je viens de dire en beaucoup plus clair. Et alors maintenant, l'endroit où ma tête va péter, c'est simplement que mais alors c'est plus de l'ordre de l'intuition et je suis absolument pas sûr d'être capable de le formuler, mais alors il y a trois, donc j'ai procédé par des anecdotes, mais il y a trois choses qui se superposent. Voilà. Donc ce qui fait péter la tête, c'est que je suis en train de me demander si, alors peut-être après ça va être une évidence pour vous, mais si la langue, donc si la littérature en fait n'est pas l'endroit privilégié, non, et même n'est pas l'unique endroit où se produit la surnature, voilà, où est le surnaturel. Et voilà. alors je ne suis pas entièrement fou, mais alors la première chose c'est, et je reparlerai sans doute de lui dans la deuxième partie, c'est mon vieux pote Alan Moore, quoi, qui donc est cet éminent écrivain, auteur, voilà, il a été surtout scénariste de bande dessinée, mais voilà, il est par ailleurs, c'est un écrivain. Le jour de ses 50 ans, enfin précédant ses 50 ans, annonce à tout son entourage qu'il arrête d'être écrivain et qu'il devient magicien. À plein temps, il va faire de la magie, il va faire de la magie. Et du coup, ça c'est intéressant parce qu'il a continué à être écrivain en même temps, mais son œuvre, du coup, est beaucoup empreinte de magie, voilà, de réflexion sur ce qu'est la magie, etc. Donc il y a toute son œuvre qu'il a continué, son œuvre normale, et puis il s'est mis à faire de la magie, vraiment concrètement, donc il fait des conférences magiques, il fait de la magie, et il a publié pour l'instant un seul livre, donc il est c'est quelqu'un de très loquace, en plus il en parle beaucoup en interview, et il a publié pour l'instant un seul livre, mais il y a un deuxième qui prépare, qui va paraître bientôt, et le prochain c'est un grimoire de magie, donc pour que tout un chacun puisse apprendre à faire de la magie. Donc en bande dessinée, il y aura plein de trucs, on peut faire de la cabane, on peut faire du tarot, enfin, voilà. Et il est très content parce qu'il dit que jusqu'à présent c'était un truc ésotérique, la magie c'était des livres cachés, donc là il est content d'avoir un gros livre que tout le monde va pouvoir acheter, les petits enfants, pour devenir des magiciens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre précédent qu'il a fait, donc qui est essentiellement une très longue interview et puis des reproductions en BD de ses conférences, il explique qu'il avait 50 ans, il a dit à tout le monde qu'il allait devenir magicien, et à aucun moment personne dans son entourage est venu lui dire « Alan, ça n'existe pas la magie en fait, tu ne peux pas devenir magicien. » tu sais. Les gens sont polis. Parce qu'en vrai, alors il y a le fait que les gens sont polis, il y a le fait que Alan Moore est un Britannique un peu farfelu, donc que les gens... Mais il y a aussi, à mon avis, un autre fond de vérité qui est que l'énoncé « je deviens magicien » en réalité n'est pas si problématique que ça. Par ailleurs, le titre de ce premier livre qu'il a fait sur la magie, c'est en anglais A Disease of Language, donc une maladie du langage, et il développe entre autres la théorie que
que la magie, enfin voilà, c'est la nature même de la magie en fait. La magie serait une anomalie dans le langage. Voilà. Et avec des... ça se retrouve, Giordano Bruno en parle en fait dans son manuel de magie que j'ai acheté à Strasbourg avec toi. Ouais. Et il en parle, il dit, quand il parle de l'imagination, il parle de ça, il dit il y a deux façons en fait de traiter l'imaginaire. Une, par l'assimilation d'un objet imaginaire à un objet concret, c'est le travail voilà, c'est la métaphore, et donc c'est le travail des poètes. Et il y a une autre assimilation de l'imaginaire ou de la sphère surnaturelle à la sphère naturelle, qui est en fait le domaine des magiciens. Et Borges en reparle dans son art poétique. Il dit que justement, par exemple, considérer, ça veut dire faire un horoscope. Et que du coup, la métaphore est d'origine magique et surnaturelle. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est tout son travail aussi sur les langues nordiques. Ouais. Ou sur les Kliningars. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais en fait, et après, il y a, mais ça c'est absolument, enfin il y a toute une dimension de la littérature magique qui est effectivement tout un truc, et il y a aussi beaucoup à l'époque d'Hildegarde, enfin dans les suivantes d'Hildegarde, il y a aussi tout ce rapport à ces gens comme Raymond Lull ou comme ça, ou qui ont commencé à imaginer que si on peut produire un certain nombre de syllogismes, enfin un certain nombre de vérités sur le monde, et qu'on fait de la combinatoire, voilà, fatalement dans un temps limité, qui peut être très grand mais limité, on a obtenu toutes les vérités en fait, et on a donc de fabriquer des magies, enfin pas des magies du tout, mais des machines qui permettent de décrire la totalité du réel, d'accéder à la totalité du réel, et puis après qu'est-ce qu'on fait si on bidouille dans la machine pour que voilà. Ça c'est la stéganographie, c'est après qu'est-ce qu'on fait si on transforme totalement si c'est plus de la maladie du langage, mais si c'est carrément tout le langage qui est modifié du jour au lendemain, voilà, est-ce qu'on n'a pas transformé absolument le monde, quoi, est-ce que tout n'est... Donc il y a tout ce courant-là, mais après, alors voilà, le deuxième truc qui est rentré en collision dans ma tête, c'est que j'ai découvert le bouquin de Jeanne Favre-Saada qui s'appelle Les mots, la mort, le sort, qui est son bouquin d'ethnographie sur la sorcellerie dans le bocage. Et où en gros son constat c'est vraiment ça en fait, c'est que si on considère les pratiques traditionnelles de magie et de sorcellerie sous l'angle folkloriste, sous l'angle de ce qui s'y fait, voilà, c'est un catalogue de choses qui sont symboliques, qui peuvent éventuellement avoir un sens, mais qui ne fonctionnent pas. En fait, ce qui fonctionne dans la sorcellerie, c'est la parole en fait, c'est le fait que c'est le... Et en réalité, c'est l'endroit aussi où le fonctionnement de la sorcellerie rejoint le fonctionnement, on va dire, de la psychanalyse, absolument. Et ça, c'est aussi... Et alors, du coup, c'est assez intéressant, parce que ça a éclairé aussi à rebours. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve ça terrifiant, hein, le livre de Favre-Saada, absolument, elle raconte ces trucs d'ensorcellement, et c'est vraiment très inquiétant. Et ça m'a exactement rappelé, quand je lisais je sais plus comment ça s'appelle, les 5 cas de psychanalyse de Freud, enfin, le moment où il présente les 5 psychanalyses de Freud, qui est pour moi un des livres les plus effrayants de tous les temps. Mais en fait, c'est rigoureusement effrayant, parce qu'on accède à ça, en fait. On accède à la surnature, qui, en fait, voilà. Et après, du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça pourrait cliquer avec cette idée qu'on a une nature qui est proprement indicible, on a un outil qui est donc un outil conceptuel qu'on forge par consensus, qui est le langage, qui nous sert et à appréhender la nature pour nous-mêmes et à communiquer avec les autres à ce sujet, enfin à ne pas être des monades, donc à fonctionner en société, mais aussi c'est le seul endroit en fait où il peut se produire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la nature en fait, et en même temps qui non seulement c'est le seul endroit où ça peut se faire, mais je pense que c'est juste l'endroit où ça se produit. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que le fait que Alan Moore n'est pas devenu magicien, par contre il a dit qu'il était devenu magicien. Voilà. Et en fait c'est toujours à ça que ça tient. Les histoires de fantômes, fonctionnent parce que c'est des histoires de fantômes, parce qu'on nous raconte une histoire de fantômes. Et en même temps, je pense que ça déborde sur d'autres trucs. En fait, c'est que après, c'est la fascination du langage pourrait être presque toujours, touchée à ce mystère-là. Parce qu'il est performatif. Parce que quelque part, il est performatif. Parce qu'il quand dans l'énoncé je deviens magicien, ouais. C'est un énoncé performatif. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que dans c'est Favre-Saada, c'est-à-dire que c'est performatif, mais c'est performatif parce que la personne qui le reçoit, voilà, c'est que la personne qui le reçoit lui a pas dit, mais non Alan, ça n'existe pas les magiciens. Je vais devenir magicien. Elle fait, ah très bien, et ben très bien. Et donc à ce moment-là, il est devenu magicien. De performatif, pardon. C'est quand le langage est un acte, c'est ce qui est par dit exemple, et fait. Je vous déclare mari et femme. C'est performatif. Tu le dis et ça y est. Pardon. Mais non, t'as déjà une alliance, ça ne va pas.
Et alors, il y avait un troisième... ah oui, alors ça devient encore plus mystérieux, mais alors je sais pas trop comment ça se lit. Il y avait une troisième personne que je voulais associer, donc il y a Alan Moore, très bien. Il y a Jeanne Fabre-Saada, formidable. Et il y a Karen Joy Fowler. Alors, ça, c'est un peu plus lointain. Mais, et parce que ça, c'est encore plus de l'intuition, parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Mais donc, c'est une écrivaine américaine qui travaille depuis la fin des années 60 et qui fait de la littérature de genre. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle fait de la littérature de genre dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle fait de la littérature genre et elle fait de la littérature gender. Elle utilise les biais donc, du fantastique, de la SF et de la fantasy pour mettre en question les rapports de domination. Voilà. C'est ultra. Enfin, moi j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que je l'ai découvert par une nouvelle dans laquelle c'est absolument pas le sujet, où c'est un sujet très lointain, et où j'étais absolument fasciné par sa langue, en fait, vraiment par la façon dont elle écrit ses histoires. Et donc j'ai lu l'intégralité de ces nouvelles et je suis en train de réfléchir, enfin plus de réfléchir, je suis en train d'essayer de composer un livre de nouvelles choisies pour les traduire et les proposer à la traduction. Et ce qui me paraît ultra intéressant dans son travail et qui pourrait coller avec ça, c'est que elle produit un effet de sidération sur le lecteur en modifiant les cadres en modifiant les formes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent des histoires extrêmement classiques qu'on a l'impression de comprendre, qu'on a l'impression de suivre jusqu'aux 2 tiers. Et en fait, au bout de 2 tiers, on se rend compte que c'était absolument pas ça. Et ça, c'est un grand sport de nos littératures, voilà, dans lequel on a acté qu'on travaillait sur un métacorpus et que donc on travaille les uns avec les autres et avec ce qui a été fait précédemment. Mais au lieu de faire des choses un peu, je sais pas comment dire, un peu postmoderne, smartass à la Tarantino ou même à ce qu'a fait Alan Moore dans les années 80, elle l'utilise pour montrer en quoi structurellement ces histoires qu'on raconte et qu'on se raconte ont des biais et des biais de domination et en quoi. Voilà. Donc c'est très abstrait parce que du coup mais il y a une espèce d'intérêt toujours dans ces structures d'histoire qui sont nos mythologies et qui sont nos façons et qui structurent aussi nos façons de penser. Voilà, il y a aussi cette rupture en fait, donc s'intéresser elle a un truc assez classique, c'est qu'elle s'intéresse aux personnages secondaires, par exemple. Voilà. Mais ce qu'elle avait fait aussi sur Ursula Le Guin avec Lavinia, par exemple, où voilà, elle dit Lavinia a 1 ligne et demie dans l'Énéide, et ben voilà, moi je vais en faire 300 pages, et on va voir en quoi ces personnages qu'on considère comme secondaires sont effectivement secondaires. Et elle a fait Karen Joy Fowler a fait une chouette nouvelle, qui est une de celles que je traduirai pas, parce que ça demande... Enfin, il y a aussi des trucs très référencés, mais elle a fait une nouvelle sur la femme de Gulliver. Voilà, donc ça s'appelle The Travails, quoi, voilà, les travaux, et en fait c'est juste les travaux domestiques de la femme de Gulliver, et Gulliver qui n'arrête pas de repartir, en fait, et il y a une espèce de truc sur cette... comment dire, faire une épopée fantastique de tout cet hors-champ de cette histoire. Voilà. Et j'en ai terminé. Pour le gros blabla. Après, je pense qu'on peut avoir un débat vif et animé, mais néanmoins courtois. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on descende cette fois dans la mine de comment j'écris à mes bêtises, quoi. Ça sera après la pause. Mais d'abord, le débat vif. Et animé. Mais courtois. Toujours dans la courtoisie, quoi. Ah, si vous êtes vraiment pas d'accord, faut me le dire et me jeter des trucs. Non, en fait, faut me le dire plutôt. Je vais juste revenir un peu sur ce que tu as dit sur le capitalisme au début. Ouais. Sur le fait que si t'as pas envie de rentrer dedans, il te fout la paix. Je pense qu'il te fout la paix dans la mesure où tu ne le menaces pas. Tu vas pas chercher à aller contre lui. Et ben ça je crois pas. Je crois qu'il te fout la paix même si tu le menaces, quoi. Mais tu vois, c'est contradictoire avec ce que tu as dit sur le fait qu'il y a un modèle, le modèle Internet, le modèle numérique, ouais, menace le capitalisme. Et une partie de ça, c'est parce qu'il y a la gratuité, et la gratuité menace le capitalisme. Donc c'est assez bah ouais, mais non, parce que... parce que tu dis l'innovation doit venir hors du capitalisme, et du coup le modèle... En fait, je pense pas du tout que ça va modifier le capitalisme, en fait. Ça j'ai absolument aucun espoir là-dessus. Par contre, ça questionne de façon très vive et le système, enfin le mode de production industrielle présent. Voilà.
mais après que le capitalisme trouve des biais, mais c'est déjà le cas en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, les sociétés capitalistes qui font du blé avec Internet ont exactement trouvé le biais, c'est-à-dire de ne pas se poser la question, c'est-à-dire simplement d'être en surplomb, donc que tu sois fournisseur d'accès ou que tu sois fournisseur d'algorithmes pour accéder au contenu, t'en as absolument rien à cirer de ces questions de droit d'auteur. Enfin, t'es Google, que quelqu'un cherche Suarez... Il arrive, il trouve un moyen pour faire en Bien sorte sûr. que la menace disparaisse, Tout à fait. pour l'intégrer à lui-même. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... non, je sais plus quelle était ta question. C'est Non, que non, c'est pas forcément une Internet question, n'est pas une menace pour le capitalisme, Non. c'est une menace pour la chaîne du livre, Voilà. qui n'est qu'un petit avatar du capitalisme et qui va être de toute façon remplacé par une autre forme de capitalisme. Ça peut être des livres gratuits, financés par la publicité, etc. Mais c'est plus le remplacement d'une industrie, d'un modèle d'industrie par un autre, pas sa disparition. Ça, je pense aussi, ouais. Non, moi, tout bêtement, j'avais lu un bouquin, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle 24/7, le Ouais. capitalisme à l'assaut du sommeil, Ouais. dans lequel justement, je me souviens plus, il donnait des exemples pour dire que dès qu'on cherchait à créer des zones où le capitalisme n'avait pas le droit de citer, le capitalisme cherchait à les étouffer, pas forcément à les tuer, mais à en les fait, étouffer, à faire en sorte qu'elles se répandent pas. Après, j'ai pas Ouais, c'est Mais si, moi j'ai l'exemple dans Kentucky, une minette qui élevait ses poulets. Puis elle a eu beaucoup de poulets, donc elle s'est mise à en fait les donner gratos aux voisins. Tout ça. Et elle s'est fait pourrir, elle a dû arrêter parce qu'elle s'est fait, mais c'était du harcèlement. Alors après, c'est toujours c'est le problème des complotistes, enfin c'est pas un problème, je veux dire, qu'est-ce que le capitalisme? C'est pas un être omniscient, c'est pas, je veux dire, tu peux dire, bah oui, ce système continue à perdurer, mais n'empêche que ces émanations, ces avatars qui étaient l'état du Kentucky, voilà, c'est Kentucky Fried Chicken, c'est pas pour rien, ils font du poulet, et ils le vendent. Et cette nana, dans le Kentucky, elle ose donner des poulets. Et alors, toutes les semaines, il y avait une inspection sanitaire. Elle s'est fait vraiment harceler à tel point qu'elle a fini par arrêter. Elle en a eu marre. Elle a vraiment, mais c'était du mobbing, quoi. Elle a fini par craquer et elle a arrêté de donner ses poulets. Genre, elle avait 4-5 poulets qu'elle donnait à ses voisins. Enfin, c'était vraiment rien de. Mais le système en lui-même, qui n'est pas un être omniscient, s'est senti effectivement menacé. Enfin, de façon totalement impersonnelle. C'est pas une entité. Hein, j'y crois pas, moi, ça. Je crois pas qu'il y a une entité, mais. Voilà, donc c'est contradictoire ce que tu... Mais après, effectivement, tu peux dire que le capitalisme va pas mourir de ça, effectivement, que c'est menace, mais qu'il y a une espèce de... Je sais pas. Après, entre ces deux points de vue, je suis pas... Parce qu'effectivement, je pense... Mais je pense qu'effectivement, le capitalisme, c'est pas une chose. Ouais, c'est pas un... C'était juste pour avoir ton avis là-dessus, peut-être. Trois choses différentes. Sur le capitalisme, il peut arriver à menacer des rétorsions de force ou n'importe quoi pour s'il y a des problèmes. En général, il n'a même pas besoin de ça, parce que s'il y a un petit secteur où un truc échappe au capitalisme, ça ne change pas fondamentalement le problème. Les coopératives, ils font des coopératives pour différentes raisons. Par exemple, les anciens éléphants qui ont eu des gros problèmes avec le multinational, ils font une coopérative fonctionner. Donc c'est en dehors du système capitaliste, à peu près. En tout cas, il n'y a pas de patron, c'est eux-mêmes. Ça n'est pas le capitalisme, parce que de toute façon, ils ont quand même besoin d'acheter, ils ont quand même besoin de vendre. Oui, bien sûr. Et donc, le problème, c'est qu'essayer de changer dans un petit truc, ça marche pas. Bon, y compris Didier Van Pass, il est pas en dehors du système, y compris pour la question de la musique, parce qu'il signe chez des compagnies. Ouais, mais ça c'était assez intéressant, c'était justement sur cet exemple-là, c'est que effectivement, en fait, lui ce qu'il expliquait, cela dit, toute l'interview est assez intéressante. Il disait, effectivement, il y a un moment, il y a Universal qui lui a fait signer un truc, et en gros, lui il disait, je m'en fous de qui fait mes disques, quoi. Et il dit, si c'est Bouygues qui veut faire mes disques, il me file du blé, enfin je préfère ça plutôt que d'aller demander à mon banquier de me filer les sous pour faire mon disque moi-même. Après, le truc c'est qu'il promet rien, il dit. Et effectivement, avec Universal, il leur a fait 2 chansons, dont la 3e c'était, il se foutait de la gueule d'Universal parce qu'il s'est fait virer, et c'est vraiment ça le... Mais alors après, moi ce qui me paraît intéressant chez Didier Van Pass, c'est que je pense qu'il est absolument pas dupe et qu'il prétend pas ne pas être dans le capitalisme. Par contre, ce qu'il dit, et ce qui est moi un message que j'entends et qui me paraît vrai, c'est que t'es pas obligé d'intégrer l'injonction du capitalisme dans ce que tu fais. Et tu peux, t'es pas obligé, c'est ce qu'il dit, c'est que après tu peux en tant qu'artiste être super content d'être signé par Universal, et tu te dis, ah c'est génial, j'ai plus de patron, machin, et tu dis, mais non, enfin je veux dire, t'as toujours des patrons, et il est autrement plus con que le précédent, quoi. Et voilà, c'est que tu t'es pas libéré d'un truc en le faisant. Par contre, t'es pas obligé de, voilà, et je pense que c'est
je pense que par ailleurs, il y a une espèce de truc totalisant qui fait qu'il y a énormément d'aspects de la vie qui sont conditionnés par ça, en fait. Mais en même temps, c'est pas obligé. Donc c'est particulièrement pervers, en fait, parce que s'il y avait une injonction, s'il y avait effectivement l'injonction comme dans le truc de Carpenter, où derrière la pub, il y a des espèces d'hommes lézards venus de Mars qui disent obéis. Enfin, il y a une espèce de truc, on voit une possibilité de se révolter contre ça, alors qu'effectivement, si c'est des injonctions qui sont intégrées, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, tu peux pas te révolter contre des choses qui ont l'air de relever de l'évidence parce que c'est le paradigme dans lequel tu vis. Mais justement, ce qui me paraît intéressant, c'est que je pense que dans l'art, il y a une possibilité, voilà, de s'émanciper de ça, ou en tout cas, sinon de s'en émanciper, du moins, il y a un tendre vers une émancipation. Voilà. Et que c'est, voilà, au sens de ce que de ce que j'entends de ce que dit Didier en face, ça, c'est que le piège, c'est ça, c'est de penser que l'émancipation, ça passe par, en réalité, se plier à l'injonction. En fait, l'émancipation, ça passe par écrire le script à la Troubi, et ça passe par... Alors que c'est pas ça que... c'est pas à ça, à mon sens, que sert la création artistique. Mais après, pardon, je pense pas du tout que la littérature va smasher le capitalisme. Enfin, pas du tout. Mais par contre, je pense que l'inverse se réalise. C'est-à-dire que voilà, qu'elle est, du fait qu'elle est le produit de cette chaîne du livre, elle est façonnée par ça. Et le fait de s'en rendre compte, c'est peut-être ça permet peut-être de réfléchir et éventuellement de remettre en question ces valeurs transcendantes qu'elles sont censées véhiculer. C'est le principe du capitalisme aussi, c'est cette merveilleuse diversité à laquelle vous avez accès. Alors c'est formidable cette merveilleuse diversité des livres, parce qu'on peut lire toutes sortes de livres, il y a des polars, il y a des trucs, et puis après tu te rends compte que voilà, qui écrit les livres, qui édite les livres, voilà, qu'est-ce que la littérature en fait en tant qu'objet global. C'est pas parce qu'on a une impression d'abondance qu'on a exploré les possibles de l'outil, quoi. Ni que cette abondance n'est pas biaisée par des choses voilà, transversales. Non, c'est marrant, pardon, je fais juste une digression, après j'arrête, mais tout à l'heure j'étais au musée d'Orsay. Et alors c'est assez rigolo, hein, parce que le musée d'Orsay, c'est quand même toute la variété de ce qui a pu se faire de cette formidable énergie créative. Et en fait, le musée d'Orsay, c'est essentiellement des femmes nues, voilà, toutes sortes de femmes nues. Alors c'est formidable, tu as absolument l'immense variété de femmes nues peintes par des hommes, quoi. Mais en même temps, voilà, est-ce qu'on a là la totalité de ce qu'il est possible de faire en art, ne serait-ce que dans les portraits d'êtres humains, quoi. Je suis pas certain, quoi. Il y a un livre très intéressant qui est celui de Joannet sur Artistes sans œuvre, où il explore justement les gens qui ne rentrent pas dans le cadre de la production artistique classique, ouais, mais qui font des choses qui sont en dehors. C'est du vrai, toi, parce que du coup on a envie de l'acheter. Il y a Fénéon, évidemment, que beaucoup de gens, ouais, connaissent, mais il y a des tas d'autres gens qui produisent, c'est fabuleux. Ah, super. Et il y a l'exemple de la librairie des manuscrits refusés de Richard Brotigan. Il y a des tas de choses. Ouais. Il y a des tas de choses justement qui vont au-delà, y compris les gens qui s'expriment, ouais, de façon qui sont complètement non dans le système. Et dans le genre aussi fascinant, j'avais vu le docu, je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai oublié le nom du réalisateur, Boutet, Jean-Luc Boutet, qui s'appelle Le Plein Pays, et où en fait il suit un artiste, un type qui fait de l'art brut à la campagne, et en fait ce type est à mi-chemin entre un clochard et un chaman. Enfin c'est vraiment et du coup quand on le regarde c'est extrêmement fascinant parce que voilà, il est un peu mais il est même totalement inclassable socialement. En fait il construit des grottes, il creuse des grottes sous la terre, il fait des poèmes, mais alors et on est exactement là entre le syndrome psychiatrique. Là, alors c'est de la pure création artistique, vraiment, c'est de la création artistique sans public. Enfin voilà, il fait pas visiter, il déplace des énormes pierres aussi, donc il dresse des monolithes d'un bout à l'autre de sa forêt, voilà. Et du coup, et pour moi, en le regardant, pour moi c'était évident que c'était une espèce de forme extrêmement intègre et en même temps totalement inacceptable de ce qu'est un artiste. Alors, enfin parce qu'il est au banc de la société, et puis il y a une espèce de malaise dans cette obsession créative de... Et en même temps, c'est absolument fascinant. Là, pour le coup, ça, c'est difficile à mettre au Quai d'Orsay pour l'instant, en tout cas. Ouais, mais à la fois, tu vois, c'est vrai que maintenant, il y a un marché de l'art qu'ils appellent l'art underground, qui est l'art brut. Bien sûr. Et donc, il y a un marché là-dessus. Et tu peux exposer des dessins au crayon bic de gamins qui font partie d'un centre de veau psychiatrique, etc. Et du coup, je me suis toujours posé la question, juste parce que je connais pas la réponse. Je pense que la réponse est simple, juste je la connais pas. Il y a une économie sur ces gens qui finalement ont un tuteur légal et ne sont pas. Bien sûr. Donc c'est
c'est étrange. À la Villeneuve d'Ascq, il y a une super partie du musée qui est réservée à l'art brut, c'est super chouette. T'as des œuvres magnifiques, effectivement, parce que c'est un point de vue sur le monde. Il y a une exposition en ce moment dans une galerie parisienne, la galerie Christian Berst, justement, qui est spécialisée dans l'art brut sur les œuvres sauvées du désastre. C'est deux psychologues, psychiatres espagnols, je crois, dans les années, au XXe siècle, qui ont récupéré justement des œuvres de malades, quoi, et qui les ont fait sortir de l'oubli. Qui sont présentées là dans cette galerie et qui sont effectivement en vente. Mais du coup, elles sont vendues, c'est étrange, hein, c'est un peu étrange. L'argent ne reviendra jamais. Ces malades qui sont morts depuis. Mais du coup, c'est aussi assez intéressant parce que ça donne à voir c'est marrant parce que je pense exactement la même chose que pour la littérature. En fait, c'est que ça existe à partir du moment où il s'est intégré dans le système. Mais en fait, on pourrait aussi considérer. Enfin, j'en sais rien. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais si, mais je pense d'avoir une conception de l'art vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus large, quoi, et qui ne nécessite pas forcément cette reconnaissance. Quoi. Ça existe, toujours la fabuloserie, tout ça, le facteur cheval, non? Ouais, tout à fait, mais ces gens qui ont fait ça dans le système, qui ont fait leurs choses, qui ont exposé pour les gens qui viennent, et qui n'étaient pas un truc ni vendu ni rien, donc il y a comme des gens qui ont essayé de faire ça en dehors de ça. Mais c'est vrai que le film est chouette, le film, c'est pas Joséphine. Ah, peut-être. De Senlis. Gna 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 de Senlis, c'est pas Joséphine? Avec Yolande Moreau, un film sur une artiste justement folle. Et c'est le prénom, c'est pas Joséphine? Peut-être que c'est Joséphine. Ouais, un truc en in. Un truc en in. C'est un super. Séraphine. Merci. Séraphine de Senlis, qui est en fait une dame qui était un peu folle et qui a été repérée par un collectionneur allemand. Et du coup, le film montre qu'elle a été prise dans une espèce de... Enfin, en fait, le fait qu'elle accède au réseau artistique normal des galeries l'a fait sombrer dans la folie. Enfin, dans une folie qui est plus la folie du capitalisme, en tout cas, que dans la folie qu'elle maîtrisait, qui était sa folie d'avant. Et en fait, à partir du moment où elle a de l'argent, elle rentre dans le système, elle devient... elle achète des robes à sa meilleure copine d'enfance, elle fait n'importe quoi et elle finit dans un institut psychiatrique. Et ce film est magnifique. Je le conseille, c'est vraiment c'est vraiment un très chouette film. C'est un film de qui? Je sais pas, parce que je suis nulle pour le name dropping, je suis vraiment nulle. C'est un très bon film, il y a Yolande Moreau, et je me suis souvenu qu'il y avait c'est Séraphine avec Yolande Moreau, et je ne sais plus quel est le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais plus. Mais les deux folies, c'est parce qu'au début, tu vois cette femme et tu te dis, la pauvre, elle est folle. Et puis après, hop, elle a de l'argent, et t'es là, ah mais non, mais elle était mieux comme la façon dont elle était folle avant, finalement, te faisait moins de mal parce que c'est moins ta folie à toi, ça je sais pas. Ça rend moins, ça met moins en valeur cette folie du fric. Pensez au... Pensez à autre chose tout à l'heure, c'est quand tu parlais des fanfictions, les trucs en dehors de l'économie, la chaîne du livre. Hein. J'ai découvert récemment au Japon, une grosse industrie du manga, énorme. Et donc il y a tous les deux fois par an, il y a un marché avec 500 000 personnes qui viennent, où c'est que des amateurs qui vendent leur production amateur de manga. Alors, et c'est intéressant d'avoir un truc qui est, comme depuis longtemps, totalement dehors de livres japonais là-dessus. Et l'autre truc bizarre par rapport à ce fanfiction, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses sur des personnages. Ils refont des mangas avec des personnages existants. De mangas ou des personnages qui n'ont pas d'histoire. Et les fanfictions, c'est beaucoup ça. Donc beaucoup de productions quand même amateurs sont tournées sur les personnages. Et pas sur l'histoire, pas sur le truc, mais reprendre des personnages en eux-mêmes. Y compris des personnages, au Japon, qui peuvent être juste des personnages, qui peuvent y compris des personnages par exemple juste publicitaires ou des personnages juste créés comme ça, mais qui n'ont pas d'histoire eux-mêmes. Ouais. Et je sais pas en dire plus, mais je trouve ça bizarre. Voilà, c'est tout. Mais c'est sur les nouvelles créations comme ça, exactement qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais... Ouais, je sais pas, moi ça me plaît. Non, parce que pardon, ça me fait une petite friction du niveau avec Favre et Saada, mais c'est qu'en fait il y a aussi un truc assez intéressant sur la magie et
et la narration qui fait quand même que les événements et les péripéties et les liens cause-conséquences, en réalité, je pense, fondamentalement, n'ont pas d'intérêt, en fait. Et du coup, c'est assez intéressant que ce soit les personnages qui restent, effectivement, que dans les fanfics, ceux qu'on utilise, c'est les personnages, parce que c'est en réalité ça qui est la chose qu'on s'approprie souvent dans les récits. Alors que les événements et les péripéties, en fait, c'est assez flagrant en sorcellerie, en fait, que ce qui crée de la fascination, c'est pas tellement que les péripéties fonctionnent, comme on essaie de nous dire qu'il faut raconter des histoires, mais simplement qu'elles font sens à un niveau... Pardon, mais ça devient vachement abstrait. Ah ouais. Mais il y a un truc assez intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je sais pas si vous savez, c'est le basilic de Rocco. Vous voyez ce que c'est, le basilic de Rocco? Le basilic de Rocco, c'est un truc complètement enfumé. Et en fait, c'est tellement enfumé et ça fonctionne du feu de Dieu, ça fait super peur. En gros, c'est un type qui s'appelle Rocco, c'est son pseudonyme, il a posté sur un forum d'utilisateurs, de gens qui s'intéressent à la singularité. Le problème suivant, c'est que très rapidement, on va arriver donc à la singularité technologique qui va engendrer une intelligence artificielle toute puissante et bénéfique. Le problème, c'est que plus on tarde à l'avènement de cette intelligence toute puissante et bénéfique, plus il va y avoir de morts, en fait, plus on va vers une catastrophe. Donc elle va nous sauver la vie, et le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'on œuvre à son avènement, parce que si on retarde son avènement, l'humanité va souffrir. Alors, le problème, c'est que... et donc, pour arriver à ce biais, donc le basilic, il a surnommé le basilic, va faire chanter l'humanité, et va dire pour tous les gens qui m'aident pas maintenant à advenir dans le futur, je vais faire des copies de leur âme et je vais les torturer en enfer pour l'éternité. Voilà. Donc une fois que voilà, c'est un système complètement enfumé, mais qui provoque la crainte suivante, c'est que tant que personne ne t'a parlé du basilic de Rocco, tu ne peux pas l'aider à advenir, certes, mais tu ne risques pas non plus d'être puni dans les flammes de l'enfer. Donc le type fait ce post sur le forum. Il y a 2-3 personnes flippées qui répondent, qui croient à son histoire, qui répondent. Et là, que fait le webmaster? Il arrive et il fait OK, on efface ces conneries, quoi. Grosse erreur. Parce qu'au moment où on efface le post qui révèle l'existence future du basilic de Rocco, qui va nous torturer pour l'éternité en faisant des copies de notre âme, etc. Et du coup, ça crée une espèce de paradoxe, puis surtout une espèce d'effet boule de neige. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je racontais ça à mon frangin qui a fait de la théologie, et il dit mais ça, c'est exactement un truc du gnosticisme, en fait, de la gnose, de ce Dieu infiniment, de ce Dieu matérialiste infiniment bon, mais qui nous emprisonne dans la chair. Et donc du coup il y a des espèces de structures mythiques qui, d'un point de vue rationnel, si on s'assied 30 secondes, rien n'a de sens, en fait, rien ne fonctionne en termes rationnels dans cette histoire. Et en fait, cette histoire telle qu'elle est racontée fonctionne et crée cette fascination qui est qui peut être approchée de la fascination propre à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui fonctionne dans une histoire n'a absolument rien ne nécessite pas de faire appel à des choses logiques, et rationnelles et construites. Mais tu t'en rends compte quand tu joues à un jeu genre Il était une fois, ce jeu de cartes, hein, vous avez déjà joué avec des gamins, et en fait c'est assez rigolo parce que dans le jeu de cartes, les cartes sont des cartes de contes de fées, ce sont des éléments de contes de fées, donc tu les combines. Et avec des gamins, tu te rends compte que tu peux les mener dans les règles du jeu. Si à un moment c'est totalement incohérent avec le reste de l'histoire, tu peux faire perdre la main à la personne racontante et toi qui as remarqué que c'était incohérent, prendre la main. Donc du coup il y a une écoute, ce qui est déjà assez fabuleux, pour prendre la main, c'est intéressé. Et en fait, comme c'est des personnages de contes de fées, c'est absurde, c'est des nains, des princesses, des géants, voilà. Et c'est dans je sais pas, par exemple, c'est dans un royaume souterrain, et puis finalement il y a 3 lunes, et puis finalement, mais tout ça est accepté du moment que c'est fluide et que ça. Et puis d'un seul coup, si à un moment une personne prend la main et décide que le nain est amoureux de la princesse, si ça n'a pas été, on voit ça dans les films, si ça n'a pas été apporté un petit peu par quelques éléments, tout ça, s'il le dit d'office, et t'as les gamins qui vont réagir, qui vont dire ah non mais ça c'est incohérent, alors que tu vois tout le reste ils l'ont accepté. Donc c'est cette espèce de magie de l'histoire qui est pas seulement de la magie, c'est la magie du côté performatif. Il y a des limites à la magie performative, la vertu performative du coup du langage, parce que tu peux pas débarquer, prendre la main d'une histoire et puis commencer à dire que finalement ces deux-là sont amoureux. Et d'ailleurs dans plein de films ça marche pas, t'es là. Tu comprends pas pourquoi ces deux personnes sont amoureuses. C'est vraiment le truc des structuralistes aussi de dire qu'il y a des règles, du coup, que l'histoire génère sa propre cohérence.
Mais après, le mais biais il y a suivant, c'est les de mots, dire... il y a la façon... En Ouais, fait, c'est ça, si ouais. la personne avait pris le temps d'amener un petit peu le truc, et alors ils sont allés dans une cabane, ça peut être totalement cliché, hein, et puis il y a eu un orage, et puis machin, et puis après ils étaient amoureux, je pense que personne n'aurait... C'est juste d'un seul coup. En fait, il faut qu'il y ait assez de vide pour permettre ça. S'il y a l'espace où on peut s'imaginer que ça passe... Enfin, c'est un truc que je vois par exemple en improvisation théâtrale, parce que tu es dans un truc de l'instant, tout est écrit dans l'eau. Ça dure pas longtemps, hein, la moyenne c'est 4 minutes. Et l'histoire que tu vas raconter en 4 minutes, tout est écrit dans l'eau et tu peux commencer sur un truc. Il faut juste que ce soit cohérent avec l'instant précédent, mais pas forcément l'autre d'encore avant. Ça c'est pas grave parce qu'on l'oublie au fur et à mesure en fait. Ouais. Et du coup, il faut juste qu'il y ait assez d'espace pour que si tu commences à dire qu'une chose est comme ça, tu peux pas la changer en cours de route. Mais si t'as rien dit et qu'il y a un peu d'espace pour que ça passe, ça passe. C'est une question de vide en fait. Ouais, c'est vrai. C'est aussi un point de vue de maître de jeu. Oui, ouais, non, mais c'est clair, ouais. Mais c'est vrai, en MJ, ouais, tu le sens, t'as les gens qui te perdent d'un seul coup parce que. Ouais. Mais du coup, effectivement, par exemple, en improvisation, du fait que c'est éphémère et absolument pas fixé ni rien du tout, la cohérence, la logique, les situations, la narration, c'est pas forcément ça qui va être important. Ça va être plus la puissance de l'émotion produite sur le moment, quoi. De la littérature. C'est de la littérature. Ah bah oui. L'exploration du langage. Ah bah ouais. Oui, et puis, moi, c'est pas un débat, mais j'ai une remarque super rapide sur la perversion du langage qui est de la sorcellerie et qui est magique, et que la littérature, c'est une perversion du langage. Et par rapport au cliché, c'est que c'est juste un parallèle. En fait, c'est pour étoffer un peu cette réflexion-là que je trouve super intéressante, qui est la façon dont fonctionnent en fait les parties du cerveau qui sont agitées et qui sont mobilisées. Selon qu'on crée des mots, qu'on crée des formules, ou qu'on les récite, ou qu'on les reproduit, ou qu'on les interprète. Ils, c'est toujours les savants ou les savantes, hein, on devrait dire elles, enfermés dans des IRM, des 15 ou 20 rappeurs. Et ils leur ont demandé en fait de réciter, enfin de rapper des compositions qu'ils avaient déjà produites, et d'improviser. Et ils se sont aperçus que c'était pas du tout les mêmes. Enfin, c'est dans le cortex, mais c'est pas les mêmes endroits. Au moment où ils improvisent, alors au moment où ils récitent, t'as plein d'endroits qui sont activés, et dont différents endroits dans le cortex, dont le cortex orbifrontal, ou je sais plus. Et lorsqu'ils créent, donc il y a la partie cognitive, tout ce qui est planification, apprendre, même calcul mental, etc. Donc la partie cognitive est complètement sollicitée, elle est en couleur, machin. Et dès qu'ils se mettent à improviser, à créer, donc quand ils sont dans l'improvisation et pas dans la récitation, c'est le cortex périfrontal qui est excité, et qui est totalement... Non seulement c'est donc cette autre partie qui n'était pas du tout excitée avant qui prend le dessus, mais non seulement elle prend le dessus, c'est qu'apparemment, on n'y connaît rien en cerveau véritablement dans le détail, mais c'est qu'ils sont obligés de couper le robinet des parties cognitives. Donc pour créer quelque chose de nouveau, on est obligé d'éteindre nos facultés cognitives. Donc c'est quelque chose que tous on sent intuitivement, mais du coup ils l'ont constaté. Et pour moi c'est exactement ce que tu disais sur la magie du langage, qui est une perversion du langage. C'est quand tu crées par exemple, c'est ce que dit Borges aussi sur les métaphores, quand tu crées une nouvelle métaphore tu réinventes une sorte de langage. Quand tu t'inscris dans une métaphore, à la limite si tu dis il fait noir charbon, à mon avis si on fait un IRM, à mon avis c'est pas le préfrontal qui fait. Enfin à mon avis c'est la partie cognitive, parce que c'est un cliché, mais justement après Borges dit que c'est très bien les clichés, et que de toute façon le fait de se l'approprier soi-même fait en sorte que ça en devient plus un, donc c'est compliqué.
Et je détesterais qu'on nous mette dans des IRL, donc j'espère que ce sera pas publié à l'Académie des sciences, je ne sais où. Mais du coup, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir si tu utilises, si même en improvisation, tu utilises quelque chose de cliché. Quelle est la balance entre les parties cognitives et les parties créatives qui sont ce serait rigolo de savoir. Alors si tu dis ouais, là noir quelque chose, là je trouve pas de métaphore là tout de suite, mais ça serait intéressant. Et du coup effectivement c'est une sorte de perversion des codes du langage établi, de créer une nouvelle forme de langage. Il y avait Paul Ricoeur aussi qui avait parlé de ça dans la métaphore vivante. Justement, il explique que pour lui, les mots n'ont pas d'essence du tout. Ce ne sont que des pluralités de signification. Et du coup, la vraie création, c'est dans la métaphore, parce que justement, on crée un nouveau sens, en fait. Ou alors même carrément juste donner d'autres sens au mot. Oui, c'est ça, ce qui est la même chose. J'ai fait un atelier avec des jeunes lycéens. Voilà, on a essayé de causer lexicographie. Du coup, ils m'ont appris plein de mots qu'ils utilisent totalement, vraiment totalement en dehors de mon spectre de perception. Et évidemment, il y a quelques néologismes, mais en fait, il y a surtout plein de mots qu'on connaît, sauf qu'on ne connaît pas du tout dans l'usage. Ouais. Et c'est des vrais mots, enfin, bourbier, douille, c'est des vrais mots qu'on utilise, dont on connaît un sens, mais qui n'a absolument pas le sens qu'ils te donnent. Et donc, tu n'as même pas besoin de métaphore, tu peux arriver par consensus dans une... Ouais, mais ça redevient du coup... Et du coup, ça devient absolument... Mais après, il y a aussi ce truc vraiment de... Ah, mais j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, la magie, en fait. Pourquoi ça fait si peur? C'est parce que c'est des trucs qui, à la fois, sont totalement aliens, mais en même temps, les techniciens du sacré me font la même chose. Il y a un côté, à la fois, totalement... des assemblages de mots impensables, enfin, auxquels je ne serais jamais arrivé, et en même temps, une reconnaissance sourde. Je pense que c'est ça, vraiment, qui fait peur dans la magie, c'est que c'est à la fois, c'est absolument insensé, et en même temps, on comprend... C'est le basique de Rocco, en fait, ça n'a aucun sens. Et en même temps, on comprend bien ce que c'est en train de nous dire. Et personne n'a envie d'être torturé. À l'infini. Ça n'a pas de sens dans le jeune Fabre-Serda, au contraire, c'est des pratiques qui ont beaucoup de sens. Ouais, tout à fait, ouais. Mais qui sont surchargées en sens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les énoncés n'en sont pas, en fait. Et du coup, c'est ça qui est très étrange, c'est que l'énoncé pris de lui-même, enfin, le fait de, ou même les gestes magiques, le fait de prendre un cœur de bœuf et de planter des épingles dedans, fondamentalement, ça pourrait être le symbole de quelque chose, mais ça n'a pas de... En fait, ce qui a du pouvoir, c'est les relations d'élocution, enfin, c'est le fait de dire... Le contexte de la situation, en fait. Absolument, mais surtout, la structuration sociale de ces contextes. En fait, c'est un endroit où le langage acquiert ce pouvoir-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens du tout, ça veut dire que ça a du sens dans la situation, mais c'est comme par exemple quand on dit c'est moi ou je suis là, ça a du sens uniquement dans la situation. En fait. Ouais. Alors du coup on va maintenant aborder la partie que je vous avais promise, dont je vous avais menacé selon les points de vue. Je vais essayer de vous parler de comment j'écris mes livres. Voilà. Et en fait de comment même plus spécifiquement j'écris Hildegarde, j'écris ce livre-là. Alors ce qui est bien, c'est que c'est le sujet que j'ai retardé le plus d'aborder, donc c'est bien d'aborder maintenant dans le dernier moment de cette résidence où je parle tout seul. Et par ailleurs qu'aujourd'hui a été une journée extrêmement pénible. Donc pendant que je fais la résidence, j'écris mon livre. Et donc aujourd'hui j'avais une journée de boulot, comme j'ai une journée de boulot, comme je vous expliquerai en quoi ça consiste. Et en fait c'était une journée de boulot absolument abominable. Voilà. Donc je soupçonne que ce soit le blabla de ce soir qui m'a compliqué la tâche, et donc ce que je propose de faire, c'est comme ça fera aussi le lien de où j'en suis dans mon travail, c'est que je vais vous lire ma journée de boulot à la fin. Ouais. Ah ouais. À la fin de la présentation. Donc du coup ça va vous forcer à rester juste au début. Ah non, au début. Non, je vous dirai. Voilà. Alors le truc c'est que moi je suis alors on a tous, je pense en tant qu'écrivain, des façons de procéder pour se mettre à l'aise, qui sont des procédés totalement arbitraires. Et moi, je fais des boîtes. Voilà, donc ça, j'en avais déjà causé. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai besoin de savoir avant de me mettre à travailler, mais la chose qui est absolument nécessaire, sinon je ne peux pas me mettre à travailler, c'est de savoir la taille de la boîte que je dois remplir. Donc si je me mets à une nouvelle, avant de commencer à écrire une nouvelle, j'ai dit cette nouvelle fera 25 000 signes. Voilà. Donc des fois j'en fais 26 000, des fois j'en fais 24 000. J'en fais d'ailleurs plutôt 26 que 24 parce que ça me met très mal à l'aise vis-à-vis de la boîte que j'ai taillée si la boîte n'est pas parfaitement pleine. Et donc du coup voilà, donc quand je commence Rouge Gueule de Bois,
je sais que Rouge Gueule de Bois va faire 300 000 signes. Voilà, et non seulement ça, mais qu'il va faire 3 parties de 100 000 signes et que je vais l'écrire en tant de temps, etc. Donc j'ai un système extrêmement précis de décompte. Voilà. Alors une autre manifestation, ça je vais vous montrer tout à l'heure avec le manuscrit, je le ferai circuler, c'est que maintenant j'ai aussi une façon de faire des manuscrits, les manuscrits ressemblent à ça. C'est-à-dire à des boîtes que je remplis méthodiquement sans laisser le moindre vide. Donc je fais même pas de retour à la ligne parce que donc j'ai un petit signe pour savoir les retours de paragraphes parce que je sais que ça représente 1000 mots et donc 6000 signes et donc je n'ai pas besoin d'avoir un traitement de texte pour savoir exactement combien j'écris. Voilà. Donc mon travail d'écriture consiste à remplir des boîtes. Et à partir de quand la taille de boîte est définie? Ah, c'est arbitraire, c'est moi qui l'a choisi. Donc c'est avant même d'avoir l'idée de... Non, alors, non, les deux viennent à peu près simultanément, c'est-à-dire que... Mais non, en même temps, c'est plutôt dans l'autre sens, ouais. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, les boîtes sont aussi, comment dire, dépendantes du mode de production, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi, si j'écris une nouvelle, c'est parce que, a priori, c'est une nouvelle que je peux publier ou qu'on m'a demandé, etc. Voilà. Donc du coup, par exemple, quand j'ai proposé le bouquin à Folio SF, et que je savais que je voulais en faire un petit roman, et la définition consensuelle du roman, telle qu'elle est admise, c'est 300 000 signes. Donc je me suis dit, ok, je fais 300 000 signes. Ce sera... alors c'est en parallèle de l'idée, mais en même temps, comment dire, je crois pas du tout en la... je crois pas vraiment au récit, en fait. Je crois pas qu'une histoire... nécessite un espace spécifique et donc voilà donc c'est arbitraire. C'est le marché. C'est le marché qui détermine. Mais après voilà. Alors tout ce que je dis maintenant c'est absolument vrai pour moi et il y a comment dire, les gens, personne ne procède comme ça. Enfin personne. Oui, il y a d'autres gens qui procèdent comme ça, mais chacun, je pense, à son mode de fonctionnement propre, qui cherche à donner une efficacité à un travail qui est fondamentalement problématique. Tu es un populiste de marché ou pas? De quoi? Tu es un populiste de marché ou pas? Je suis pas un populiste de marché, je comprends pas la question, mais dans le doute, je dis toujours non. Et si jamais tu viens avec des... En fait, grosso modo, tu écris pour le marché ou pas? Eh ben, disons que je ne peux pas ne pas prendre en considération le marché. Ouais, il est relaté au marché, c'est pas pareil. Donc, t'es pas loin d'un populiste de marché. Donc, t'es pas extérieur au capitalisme alors? Non, mais en même temps, j'ai jamais tellement prétendu l'être. Non, c'est oh là là, vont me plonger dans des arbres. Si t'embêtes, tu me le dis, je les mets dehors. S'il te plaît, mets-les dehors. Non, mais c'est Hildegarde. Ça, je pense que c'est la deuxième étape du populisme de marché, c'est que tu commences à virer les contradicteurs. Si tu dis non, ça suffit. Laissez-moi monologuer. Ou tu les as payés pour pas parler d'Hildegarde. L'arbitraire fabriquait des boîtes. Alors, Alan Moore, mon ami Alan Moore est en train... Enfin, mon ami... Mon maître Alan Moore est en train Alan Moore est en train de terminer d'écrire Jérusalem. Vous le savez sans doute, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il est en train de terminer d'écrire Jérusalem. Jérusalem est le grand œuvre d'Alan Moore, celui pour lequel il aimerait qu'on se souvienne de lui. Et il fait à peu près la longueur de la Bible. Il a mis 12 ans à l'écrire. Il fait je sais plus combien, donc ça fait 3 millions de signes. C'est un livre qui a fait 1200 pages sur papier Bible. Il est rigoureusement illisible et il a totalement oublié ce qu'il a écrit dans les chapitres précédents. Et Alan Moore explique au sujet de Jérusalem qu'il a commencé par écrire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, et puis à un moment il s'est dit mais voilà, mon livre fera 35 chapitres. Et une fois qu'il a su ça, il s'est rendu compte simplement en faisant des mathématiques que 35 chapitres, et ben ça allait demander 3 millions de signes, et il s'y est tenu. Voilà. La question qui se pose pour Alan Moore et qui a bien résonné avec mes propres préoccupations, c'est quand j'ai décidé de faire Hildegarde, le projet d'Hildegarde, c'était je fais un gros livre sérieux, donc sur Hildegarde de Bingen, de 900 000 signes. Voilà. Ça, c'est ce que je sais pour moi, c'est que c'est un livre de 900 000 signes. J'ai jamais écrit un livre de 900 000 signes, donc la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et la réponse, et à mon sens, c'est la réponse au problème de comment écrire. La réponse à cette question, c'est essayer. Ben oui. Et c'est dans l'énergie. Donc, là où j'en suis arrivé, il faudrait que je regarde mes notes, mais c'est que j'écris avec les nerfs. Et c'est une raison pour laquelle, à certains moments de l'écriture d'Hildegarde, j'étais très énervé. Et je suis très énervé sans raison autre que je suis en train d'écrire Hildegarde. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai complètement pataugé dans la choucroute, où j'ai eu l'impression toute la journée, c'est parce que j'étais très énervé. Donc il y a
il y a un endroit sous le niveau de conscience où le travail est toujours en cours. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le travail effectif, tel qu'il peut être quantifié, tel qu'il peut être mesuré, j'ai rempli mes pages, j'ai fait mes signes, et puis il y a évidemment le travail de la tâche de fond qui me travaille, enfin le travail me travaille. Tout le temps. Et bien tout le temps quand je suis en train d'écrire, ouais. Mais en même temps, comme je suis tout le temps en train d'écrire, je oui. pense qu'on peut le dire tout le temps. Bah oui, je sais. Oui. Voilà. Et du coup, il y a aussi ça, et il y a aussi le fait de déléguer à ce travail des questions d'ordre pratique, c'est-à-dire que je sais aussi que ce travail qui me travaille écrit le livre partiellement pour moi. Donc, entre autres, quand j'ai commencé à écrire Hildegarde 900 000 signes, je me suis pas dit, j'ai pas fait un découpage chapitre par chapitre, je me suis pas dit, il faut que j'ai tel arc narratif, je me suis pas dit, à ce moment-là, il y a un retournement, etc. Et souvent, d'un jour sur l'autre, je sais absolument pas ce que je vais écrire le jour suivant, parce que c'est ce qui me travaille, qui travaille. Voilà. En même temps, voilà, à la fois c'est normal, et en même temps c'est tellement pas normal, enfin c'est tellement impensable, parce que ce qui se produit à un endroit impensé, que je pense qu'on a exactement besoin d'outils pour accepter que ça se produise. Alors du coup, j'ai fait des listes de chiffres. Je vous propose des listes de chiffres. Alors pour moi, quand je travaille, donc là, depuis début janvier, je suis ce que mentalement j'appelle à marche forcée, c'est-à-dire simplement, je produis mon livre dans le temps que je me suis imparti. Donc, ce qu'il faut que je produise, c'est en 3 mois, entre le début janvier et fin mars, date de la fin de la résidence, il faut que j'ai produit 300 000 signes, qui est le dernier tiers de Hildegarde. Pour parvenir à produire 300 000 signes, c'est assez simple, on fait l'équation. En travaillant 5 jours sur 7, parce que quand même, je n'écris pas le week-end. Enfin, quand même, parce que j'ai aussi, alors, il y a aussi un truc d'organisation matérielle avec ma vie, et donc je n'écris pas le week-end, et par ailleurs, comme je suis très discipliné et que j'utilise la discipline pour me faire travailler, j'ai des horaires, c'est-à-dire que j'écris pas avant 9h, j'écris pas avant 9h moins le quart, à peu près, enfin, le moment où j'ai déposé mes enfants à l'école et à la crèche, ou à la crèche, et en gros, il faut que j'ai terminé ma journée de boulot à 16h30, 17h, parce que simplement la vie reprend derrière, et donc 5 jours sur 7, parce que j'ai juste pas envie de saouler ma famille avec, enfin, comment dire, que mon travail déborde, voilà. Ce qui est, voilà, il y a toutes sortes de façons de faire, et moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc, donc il faut que je fasse 100 000 signes par mois. Pour faire 100 000 signes par mois, à peu près, en sachant que par ailleurs j'ai d'autres travaux d'écriture en même temps dont il faut que je m'acquitte, et que je me laisse la possibilité de ne pas réussir à faire une journée, c'est-à-dire à foirer une journée. En gros, c'est 12 jours de boulot par mois. Une journée de boulot, c'est en fonction de comment je travaille à ce moment-là, entre 5 et 10 000 signes par jour de boulot. 5 000 signes, c'est quand... Alors, il y a eu un moment de Hildegarde, un chapitre d'Hildegarde que j'ai écrit à 5 000 signes par jour, donc ça a été un chapitre de 150 000 signes, donc ça m'a pris 30 jours de boulot. 30 jours de boulot, c'est à peu près 2 mois. Voilà. À peu près 2 mois. Donc ça, c'est vraiment le minimum que j'ai fait sur Hildegarde. Normalement, mon unité standard de travail, c'est 6 000 signes, et 6 000 signes, c'est donc 2 pages de carnet, donc c'est très pratique, c'est-à-dire que si j'ai pas d'ordinateur, j'écris à la main. Inconvénient, c'est qu'évidemment, quand c'est écrit à la main, il faut le retaper pour que ça soit dans le... Donc ça prend effectivement plus de temps. Et donc là, pour réussir à faire 100 000 signes en 12 jours, c'est 8 300 signes par jour. Tout simplement. 8 300 signes, pour moi, c'est la limite haute. Le plus que j'ai fait jamais sur un livre, c'était le Casse du Continuum, où j'étais à 10 000 signes par jour. Voilà. Et c'était... Combien ça fait de double page alors du coup ? Ça fait... Là, je l'écris plus à la main en fait. Alors, mais en double page de demain. Et ben ça fait si on est à 6000 là, à 8003 on est là à peu près quoi. C'est-à-dire c'est à peu près 3 pages, un peu moins de 3 pages. 3 doubles pages ? Non, un peu moins, non, ça singulière quoi. Mais après j'écris tout petit. Hein. Ouais, d'accord. C'est des hiéroglyphes. Voilà. Ça, il y a le problème aussi, c'est qu'après j'arrive plus à me relire. Et j'ai surtout des problèmes, quand j'écris à la main, j'ai surtout des problèmes de quantité de correction que je peux disposer, puisque l'interligne est très réduit. Voilà. Et donc, mais en fait, en réalité, le travail de correction, lui, alors, on va y arriver. Donc, entre 5 et 10 000 signes par jour, 5 jours sur 7. Alors, combien de temps ça prend d'écrire ça ? Et bien, en fait, ça prend très peu de temps. Si ça marche, c'est 1h30. Ouais, c'est ça. Si ça marche pas, c'est 2h, 2h30, on va dire. Grand max. Alors, 2h, 2h30, c'est le temps qui est passé à le faire.
ok, mais c'est pas le temps qui est passé à ranger les papiers, c'est pas le temps qui est passé à faire la doc, c'est pas le temps qui est passé à vérifier si le mot c'est le bon mot, c'est pas le temps qui est passé, etc. Donc en termes de travail, voilà, une bonne journée, là j'ai fait, c'était avant-hier, j'ai fait une journée, je crois, genre 1h10, j'avais fait ma journée. Et y compris, alors ce qui est assez intéressant, c'est que les conditions dans lesquelles je travaille, j'ai besoin qu'elles soient relativement calmes, mais en même temps, je pense que ça aussi c'est contingent en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où je travaille dans des conditions pas calmes du tout et ça marche très bien, et des moments où les conditions sont idéales et ça marche absolument pas. Voilà. Donc c'est pas un gage d'assurance. Et il y a aussi le fait, une des choses qui fait que ça fonctionne aussi de mieux en mieux, il y a l'habitude, c'est-à-dire que voilà, je l'ai fait, j'ai passé un certain nombre de temps à le faire, et donc je sais que je peux le faire. Donc ça, ce doute taraudant de dire est-ce que je peux continuer à écrire, en fait, est relativement amoindri par la masse de jours où j'ai passé à le faire, où je dis oui, en fait, tu peux le faire parce que juste tu le fais. Après, il y a des éléments perturbateurs et souvent totalement imprévisibles qui peuvent survenir en même temps. À partir du moment où je me suis dit avec moi-même, ta journée de boulot elle est finie quand tu as fini la quantité de signes que tu as faites, et ben voilà, si après il faut y passer 2h30 ou 3h, et ben pas de bol. Et donc s'il faut que ça déborde sur le début d'après-midi, et ben pas de bol, ça déborde sur le début d'après-midi, etc. Là j'ai tous les chiffres, 100 cas par mois, j'écris le matin, voilà, donc j'écris le plus tôt possible en fait, tout simplement pour en être quitte de ma journée de travail. C'est-à-dire que parce que tant que j'ai pas fini ma journée de travail, et ben elle reste à faire. Par contre, une fois qu'elle est faite, jusqu'au lendemain, je suis peinard. Enfin, je suis peinard jusqu'au lendemain, par ailleurs. Je ne suis pas peinard plus loin que le lendemain. Donc, il y a aussi le fait qu'à partir du moment où j'ai fini d'écrire ma journée de travail, évidemment, ce qui est chaud dans l'arrière-plaque, commence à s'inquiéter de savoir comment je vais pouvoir valider. Vous essayez jamais de devancer là. Et ben alors des fois, alors j'essaye, c'est ce que j'appelle le toujours un peu plus, ouais. C'est-à-dire que c'est 8300 signes, et si j'en fais 10 000, je me dis yes, c'est trop bien parce que demain si je patine, je peux en faire 6 000 et ça ira, et ça finira par cliquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, mais ça je vous le montrerai sur la journée d'aujourd'hui en fait, c'est que des fois j'arrive pas à arriver à mon objectif, c'est rare, mais c'est extrêmement déplaisant, enfin moi je trouve ça très déplaisant, et en fait souvent je me rends compte en faisant le total, en fait c'est bon, j'ai passé la limite dans le total, aujourd'hui j'ai pas fait 8300 signes par exemple, j'en ai fait 5000, et le fait d'en faire 5000, non seulement ça valide le total que j'avais prévu, mais en plus ça fait que j'ai terminé en fait, en gros j'ai terminé ma partie, je devais terminer ma partie lundi, qui était ma dernière journée de travail sur cette partie, et en fait la narration est arrivée à l'endroit où c'était terminé, et je me disais mais merde, je peux pas aller au-delà. C'est un engagement avec toi-même, ou c'est un engagement? Ah oui, il y a personne vient me contrôler. Enfin, sauf que derrière, il y a le marché. Oui, mais ça, je veux dire que je prenne un mois de plus ou tout le monde s'en fout que j'ai terminé mon livre à temps, à part moi. En fait, ça correspond à ta structure psychique. Absolument. C'est surtout ça. C'est tout à fait configuré comme ça. Absolument. Mais surtout, c'est l'outil. Enfin, c'est vraiment l'outil qui me permet de le faire. C'est que sans ça, je peux pas le faire. Justement, tu utilises concrètement. De quoi? Tu as ton traitement de texte et puis tu regardes le nombre de signes que tu fais Et ben voilà. Alors du coup, j'ai les deux outils, c'est-à-dire que j'ai les carnets comme ça. Donc du coup, je suis obligé. J'achète toujours des carnets Clairefontaine du même format. Et j'achète par ailleurs toujours les mêmes stylos parce que le problème c'est que la plupart des stylos écrivent trop gros pour t'écris au 0,5 pour cette interligne, donc j'écris avec les Bic Cristal, alors que c'est un enfer parce qu'ils se mettent à baver, enfin bref, j'ai toutes sortes de problèmes vraiment graves, professionnellement parlant. Et donc du coup, c'est ça, en fait j'ai adapté mes outils de travail au décompte. Voilà. C'est-à-dire que si j'écris dans le carnet, je sais où j'en suis, ça c'est 3000, ça c'est 6000, je peux même les faire par 1000, c'est 11 lignes, ça fait 1000 signes, et sinon, effectivement, j'ai le traitement de texte, j'ai l'outil statistique qui me dit où j'en suis. Voilà. Et j'ai ça. Non, j'ai pas besoin de graphique, j'ai le total. Et alors là j'ai le graphique par contre. Ouais. J'ai le tableur Excel pour Hildegarde. Donc ça j'ai Hildegarde au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai chapitre 1 qui devait faire 50 000 signes, il en fait 45 118. Le chapitre 2 qui devait en faire 100 000 en fait 98 707. Pas mal. Et le troisième qui devait en faire 150 en fait 156 203. Mais Hildegarde, tu peux nous en dire un peu quelque chose d'Hildegarde? Alors ça, mais en fait le truc c'est que j'ai parlé un peu d'Hildegarde dans le truc précédent, et vraiment on parlera d'Hildegarde dans 15 jours. Toutes les vidéos sont à retrouver sur le site. Non, moi je ne veux pas aller m'amuser à regarder. Non, mais je vais regarder sur, tant pis, je regarde. Avec Laurence Moulinier. Parce que moi j'aurais voulu savoir sur Hildegarde, mais puisque on parle de nombre de signes. Ouais, je suis navré, et c'est juste le sujet du truc d'aujourd'hui. Quand tu te rends compte que
qu'une phrase est mauvaise ou que tu as fait un mauvais choix de mots, les ratures, etc. Comment tu fais? Ah, ça c'est intéressant, ouais. Comment tu fais pour avoir des rencontres de signes alors que de toute façon, après il y a des corrections derrière. Oui, c'est vrai. Tu as des corrections et t'es pas là, sur un cahier, t'es pas sur un traitement de texte tout à fait. Sur lequel tu peux les retirer. Tout à fait. Mais alors après ouais, en fait, il n'y a pas de... Ça, c'est un truc de pratique que j'ai découvert, quoi. C'est que j'avais lu des théories sur le... comment dire que un jet définitif, c'est le premier jet moins 10%. En fait, pour moi, le jet définitif, c'est le premier jet plus 1,2%. Non, enfin, c'est en fait, je fais, quand je corrige, je rajoute très légèrement, en fait. Au fil des corrections entre ce que j'enlève et ce que je rajoute, dans le remaniement, d'expérience, toujours, il y en a un tout petit peu plus. Mais très peu, en fait. C'est-à-dire que par rapport à mon premier jet et mon jet définitif, il y a très peu de différence en termes de taille. Voilà. Mais par exemple, quand tu écris, tu n'arrives jamais de raturer pendant l'écriture. Ah oui, si, je rature, mais je réécris au-dessus, alors. Et en même temps, je rature assez peu, en fait. C'est aussi ce qui me permet d'avancer dans le boulot, c'est que je rature. T'as pensé de te faire développer des outils spéciaux pour contrôler un peu la quantité de caractères que tu utilises? La quantité de quoi? De caractères. De signes. En fait, après, j'ai beaucoup... Alors, en gros, je suis revenu à l'ordinateur là pour finir Hildegarde. Mais de préférence, j'écris à la main. Et donc, du coup, là c'est pas pertinent. Et je suis revenu à l'ordinateur juste pour une question de temps, en fait. C'est-à-dire que voilà, si je voulais faire 8300 signes... En fait, non, le truc qui m'a été très pénible, c'est le grand premier chapitre de 150 000 signes. Et j'ai mis un mois à le retaper. Et ça m'a rendu fou, en fait, parce que j'écris vraiment tout petit. En fait, c'était physiquement pénible à taper. Et je me suis dit, mais plus jamais je fais ça. Mais pourquoi si je peux me permettre, pourquoi tu écris d'abord à la main et comment et pourquoi? Alors, comment et pourquoi je me suis mis... Alors, j'ai fait le processus inverse. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais à l'ordinateur. Et donc, j'écrivais chez moi, parce que j'ai des gros ordinateurs un peu... Enfin, voilà. Ensuite, je me suis mis à écrire à la main à un moment où j'étais en voyage. Et où, en gros, l'unique solution que j'avais pour écrire quand je voulais, c'était soit d'avoir un ordinateur portable, soit de me mettre à écrire à la main. Et je voulais pas, j'étais par ailleurs dans un mode de voyage où je ne voulais pas avoir quoi que ce soit que je puisse me faire voler, en fait. Donc j'avais pas d'appareil photo, j'avais rien, en fait, pour pouvoir... Et donc j'ai développé... je me suis forcé à écrire à la main, et avec vraiment cette conviction que le fait de changer de support allait transformer ce que j'allais écrire. Et ça a été une superbe découverte, qu'en fait ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, c'est la même chose. Écrire à la main, écrire à l'ordinateur, c'est exactement la même chose, je produis le même texte, et je suis incapable ensuite de savoir comment j'ai écrit les choses. Mais en même temps, c'était le même genre de découverte stupéfiante que avant je fumais en écrivant. Et vraiment, c'était une de mes grosses inquiétudes en arrêtant de fumer, c'était est-ce que je vais réussir à continuer à écrire, quoi. Et donc du coup, c'est dire à quel point les conditions de production dans ce travail sont symboliquement importantes, parce que la réalisation du travail en lui-même est totalement inexplicable, en fait. Enfin, voilà. Ce qui se produit quand on écrit est très largement... En fait, mais je pense que ça rejoint aussi ces trucs d'ethnographie de Fabrice Saada, en fait. C'est que ce qui se produit quand on écrit est totalement en deçà du seuil de perception de celui qui le fait. C'est-à-dire que si tu sais que si tu te rends compte que tu es en train d'écrire, l'écriture s'arrête immédiatement. Oui, mais c'est contradictoire avec le nombre de signes. Est-ce que tu t'imposes par jour? Ben non, pas nécessairement, parce que le moment où je vérifie le nombre de signes, c'est pas les moments où je suis en train d'écrire. Oui, mais tu les prévois. C'est des allers-rets-rtours, en fait. Tu les prévois par avance, c'est-à-dire que moi j'écris jamais mieux, je suis écrivain aussi, et j'écris jamais mieux que dans l'insu de ce que j'écris. Mais dans un insu total, quoi. Et en fait, j'imaginerais pas avoir un prévisionnel sur le nombre de signes, quoi. Je peux même pas ça, c'est... Moi, il faut que je sache même pas que j'écris, quoi. Ok. Faut même pas que je sois, comment dire, presque absente à ce que je fais, quoi. Non, mais absente. Moi, j'ai des dispositifs qui sont complètement différents. J'ai une table haute, je peux passer, écrire un mot, aller faire du ménage, revenir. Enfin, je veux dire, je veux pas savoir, presque pas savoir, quoi, ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas savoir ce que je suis en train de faire. Mais en même temps, c'est la même chose. Inverse. Oui, c'est complètement l'inverse, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est-à-dire que
les moments où je vois où j'en suis, etc., si j'ai avancé, c'est typiquement les moments où j'écris pas. Ouais. Ouais. C'est que le moment de l'écriture est évidemment un moment, enfin évidemment, est un moment d'absence, et un moment nécessaire d'absence. Mais en même temps, c'est ce que disait Luvan sur le mode de fonctionnement du cerveau. Aussi, c'est le truc de, ça nécessite de fermer le robinet en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est que l'aspect cognitif. Mais du coup, par contre, pour moi, c'est pas du tout incompatible de rentrer et de sortir de façon continuelle en fait. Et c'est aussi ce qui permet peut-être que je peux travailler au bistrot par exemple, et que je peux être distrait de ce que je fais et y retourner. Enfin, ça me pose pas tant de difficultés que ça, parce que mais par contre effectivement, ouais, sur ces temps que ça prend pour écrire, enfin le temps que ça prend pour écrire, je m'en rends compte une fois que le temps est écoulé. Enfin, il y a les moments où je suis en train d'écrire ne sont pas mesurables. Enfin, c'est vraiment et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai vraiment une obsession, et c'est un truc dans Hildegarde qui à mon sens est vraiment important, c'est que j'ai l'impression, en le faisant, il y a quelque chose de fondamentalement morbide aussi. C'est-à-dire que c'est une activité qui est tellement en dehors de la vie que le fait de le faire, hein, je dis pas. Alors après, je trouve ça très intéressant parce que l'objet qui est créé est extrêmement vivant, par contre, est potentiellement vivant par la vie que d'autres gens vont lui donner. Mais le fait de le faire, c'est vraiment un moment qui est en dehors de la vie. En fait, c'est vraiment un moment de se tirer en dehors de la vie, parce que ça nécessite d'être seul, et ça nécessite d'être, y compris, coupé de soi-même, quoi. Et du coup, il y a, voilà, j'ai l'impression aussi que la seule excuse à faire ça, c'est de faire des livres vivants en fait. C'est de mettre suffisamment quelque chose qui justifie en fait cette activité, et enfin c'est pas exactement un sacrifice, parce qu'un sacrifice, ça voudrait il y aurait une espèce de notion un peu positive de soi-même, mais c'est le fait de dépense, quoi. Très juste. Voilà. Et donc du coup, et ça rejoint ce que je disais sur le fait que j'écris avec Lenner, c'est que je pense que vraiment ce qui est à l'œuvre, il y a aussi ça. C'est-à-dire que si l'effort, si ce vers quoi on tend quand on n'est pas là, c'est d'être le plus vivant, enfin de transmettre le plus de choses vives possible, il y a en fait un espèce de truc vraiment d'énergie totalement paradoxal en fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que écrire avec Lenner, pour moi c'est vraiment cette tension-là. C'est-à-dire que physiquement, il se passe rien. Enfin, où il se passe des choses tellement minuscules, d'écriture tellement minuscules. Et en fait, et donc du coup, j'ai un vrai truc. Alors après, il s'avère que je bois aussi du café quand j'écris, mais il y a aussi un vrai truc de tension du corps par rapport à ça. C'est-à-dire que si on décrit une scène d'action, si on passe 1h30 à décrire une scène d'action en étant assis comme ça, il y a une espèce de friction qui se crée entre ce vers quoi on tend, ce qu'on est en train d'agiter, et le fait que ça nécessite d'être absolument stable dans cette agitation. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il y a tout un truc sur les écrivains qui font de la course de fond, enfin, et pour moi c'est presque exactement l'inverse en fait, quoi. C'est que la course de fond, c'est ou ce mouvement, des trucs ou de la natation comme ça, ou des mises en mouvement du corps un peu hypnotiques qui font que du coup le cerveau est dans une espèce de stase comme ça, enfin voilà, qui est un des trucs qu'on recherche aussi quand on fait du sport, parce qu'il y a une espèce de sensation de libération. Et pour moi, l'écriture, c'est très exactement l'inverse en fait, quoi. C'est de faire courir le cerveau, et juste de ne pas pouvoir d'être figé dans le corps. Et donc du coup, ça crée cette espèce et qui peut générer de l'anxiété, et pas de l'anxiété, de la nervosité, et d'autant plus de nervosité si on n'y arrive pas, quoi. Alors là c'est vraiment la panique, parce qu'on se met à courir comme un cheval fou pour essayer d'arriver à cet objectif qu'on s'est fixé pour la journée, et en fait si ça ne fonctionne pas, il y a un vrai bref. Il y a une différence pour toi, Léo, entre cette expérience sur Hildegarde et d'autres livres que tu as écrits avant? Non, c'est toujours la même chose. Après Hildegarde, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a un truc il y a aussi un truc de masse, quoi. C'est-à-dire qu'en me lançant là-dedans, je savais que ce serait beaucoup trop gros pour moi. Donc il y avait aussi ce truc-là de savoir est-ce que je vais y arriver. Il y a toujours un moment dans mon boulot, donc ça arrive jamais sur les nouvelles, parce qu'une nouvelle ça va vite en fait. Une nouvelle c'est toujours, enfin c'est une semaine max de boulot. Mais il y a aussi tout un moment vraiment d'endurance, quoi, de se dire est-ce que je vais tenir dans le temps. Et puis il y a un moment aussi où le bouquin fait masse derrière. Donc là, normalement, si j'en suis arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire que le bouquin fait masse derrière, et je sais que je vais le finir. Enfin, je peux pas ne pas le finir. Après, il m'arrive un truc affreux avec le Casse du Continuum, et j'ai eu l'impression que ça a commencé à se dessiner aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas être le cas et que les choses vont se débloquer. C'est que le Casse du Continuum, il me restait un jour de boulot, et c'était affreux. C'était vraiment affreux. C'est-à-dire que je n'y arrivais pas. Il me restait un jour, et c'était ça. Et en fait, j'ai traîné genre jusque vers 13h, 14h. Et à 14h, je me suis résolu, je me suis dit, mais tu t'en fous en fait. C'est pas important, c'est qu'un bouquin.
au pire tu le jettes, je veux dire, t'appelles le DIRCOL, tu dis voilà, je recommence le livre, il me faut plus, enfin voilà, on s'en fout en fait, il y a pas d'enjeu quoi. Et à ce moment-là, ça s'est très bien passé, je me suis dit mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, parce que j'avais envoyé des mails, c'est Laurent Clotzer qui me coachait pour le livre, donc j'avais envoyé des mails paniquants en disant j'y arrive pas, comment est-ce que je vais m'en sortir, etc. Et après je lui ai fait un mail, il fait c'est bon en fait j'ai trouvé, mais je t'es fais pas ça du demain genre et à je pas t'envoie. écrire pendant des mois, pas y arriver pendant des mois. Bah non, parce que je me l'autorise pas. J'ai décidé que je le ferais pas. Ah, tu te l'autorises pas. Et deux, tu as des interlocuteurs qui viennent te titiller. Non, les interlocuteurs, je les organise. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais tu organises tout. Bah, je fais en sorte, je crée les conditions de pouvoir travailler en fait, simplement. Parce que je pense que c'est un travail. Je pense par ailleurs que c'est un travail et je pense que. Des semaines et des semaines de j'y arrive pas. Non. Moi, j'ai des semaines et des semaines et des mois de j'y arrive pas. Ah ouais, j'écris bien sûr, mais j'y arrive pas. Parce que je fais. C'est juste. Non, moi je suis forcé d'y arriver quoi. Mais forcé par quoi? Par moi. Non, je me force d'y arriver. Par l'argent? Non, je me force. Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est moi qui me force à y arriver. Mais parce que sinon je déprime. Enfin, c'est aussi. Ouais, clairement. Hein. Ah oui. C'est que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. C'est addictif. Non, pas du tout. Mais c'est que si j'y arrive pas, je suis pas écrivain quoi. Si je suis pas en train d'écrire, je suis pas écrivain quoi. Qui est écrivain qui n'écrit pas quoi? Mais tu peux écrire tout le temps, mais pas y arriver. Ah. Mais non, mais parce que pour moi, pas y arriver, c'est pas une question de ça veut dire quoi, pas y arriver? C'est en termes de qualité quoi. Non, en termes de comment dire, pas y arriver. Enfin, moi, j'ai pataugé pendant des mois là dernièrement. Ouais. Et ça fait mais est-ce que t'as très écrit peu de temps que je commence à. Oui, tout le temps. Bah voilà, mais alors donc du coup tu y arrives quoi. Ah ben non, mais parce non. que pour moi c'est ça, y arriver ou pas, il y a pas de. Non, mais c'est pas c'est pas inscrit dans le projet. C'est pas inscrit dans comment dire, c'est pas inscrit dans une forme définie. C'est pas parce que j'écris que c'est inscrit dans une forme définie. C'est bien ce que tu disais au début, c'est que toi tu es dans un système de commande, donc de marché. C'est moi les commandes. Ouais. C'est moi qui commande. Il y a que moi. Alors ça, je n'accepte d'autres maîtres que moi-même. Ça va. Hein. Enfin, non vraiment. Non, mais ça c'est assez dur comme ça. Ça c'est la contrainte. Ah non, mais c'est ça. Ouais, c'est que je suis vraiment pénible. Mais en même temps, ah non, il est hors de question. Ah non, ça c'est vraiment ça c'est la seule condition à laquelle je le fais. Hein. Sinon je le ferais pas. Si c'était pas moi qui choisis quoi. Heureusement. Ah non, ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de rejets? Parce que on a l'impression que vous le décrivez que c'est assez linéaire, avancé. Est-ce qu'il y a des retours en arrière? En fait, ce que j'ai écrit la semaine dernière, ça va pas, il faut que je recommence. Eh ben, ouais, voilà. Alors donc du coup pas, non. Par exemple. Voilà. Et du coup pas parce que je peux pas. Une journée terminée, vraiment une journée. Ouais. Et très souvent une journée validée. Alors après ce qui se passe, c'est qu'une fois que ça c'est pour arriver au terme du premier jet, mais pour moi c'est vraiment ça le travail. Enfin c'est vraiment ça qui me demande de l'effort quoi. Et après il y a les corrections quoi. Et donc dans les corrections je peux effectivement revenir en arrière et je peux, alors ça me fait mal mais je peux virer complètement des trucs, je peux réécrire à ce moment-là. Mais en fait à ce moment-là c'est presque pour moi, enfin c'est assez étonnant, mais enfin étonnant j'en sais rien, mais pour moi la réécriture c'est vraiment la partie la plus facile du boulot quoi. Ouais, c'est juste on n'est pas parce qu'en fait en gros moi ce que j'ai l'impression de faire c'est je suis à la plage, je creuse, je fais un gros pâté géant tout informe quoi. Ça c'est mon premier jet et c'est ça qui demande de l'effort. Et après polir le pâté, se rendre compte et sauvegarder les trucs le caillou qui se trouve là par hasard, qui se trouve vraiment là par hasard, mais me dire ah ouais c'est pas mal en fait et puis juste faire en sorte qu'il soit mis en valeur. Ça pour moi c'est juste peinard quoi. Enfin c'est un boulot. Ce qui est plus difficile, c'est de faire ce boulot avec une injonction. Voilà, donc ça c'est là dans le cadre de commandes où il y a un œil extérieur ou souvent une personne en qui j'ai une grande confiance parce que je sais qu'il est meilleur que moi sur plein d'aspects et surtout sur des aspects structurels puisque comme je vous l'explique, je travaille. Enfin, il n'y a pas de structure en fait finalement dans le. Enfin, la structure vient d'elle-même et vient du travail en lui-même. Et donc du coup, quand on me dit ouais ça va pas du tout ou ça, il faudrait que ça se produise à ce moment-là. Ça j'ai souvent l'impression quand ça vient de l'extérieur, j'ai souvent l'impression que c'est très compliqué. Et en réalité, ça se passe. Je sais maintenant d'expérience que c'est assez simple et que ça se passe bien et que surtout je suis extrêmement satisfait de l'avoir fait parce que en réalité les gens ont raison. Quoi. Mais juste ça c'est aussi, mais ça c'est le truc aussi, un truc plus irrationnel, mais c'est que quand des gens te disent des choses, c'est ultra difficile. Et même avec l'expérience, c'est quand même toujours ultra difficile. La première réaction c'est toujours mais n'importe quoi, t'as rien compris. Et puis ensuite tu fais ouais en fait si ok t'as compris, on va essayer. Je fais, ah ouais, bon d'accord, ça va pour cette fois quoi. Mais ça c'est vraiment ok d'accord, ça, voilà. Et ça c'est très bizarre parce qu'il y a pas de. Maintenant j'en suis absolument persuadé et pourtant ça continue à fonctionner comme ça. Dès que quelqu'un me fait une remarque, et je fais mais non.
Ah ouais. Tu vois, quand on dit qu'il y a un populiste de marché, voilà. Ouais, tout de suite je dis non, mais ça c'est plus de la prudence politique, excuse-moi. Et peut-être que ça a été abordé dans les autres séances, je suis désolé, mais la cohérence d'ensemble, parce que c'est vrai que pour que justement il n'y ait pas de rejet, parce que c'est un peu un puzzle finalement, un livre. Et donc pour que chaque pièce posée convienne parfaitement, ça veut dire que finalement la cohérence d'ensemble est déjà bien stabilisée dans... Et ben justement pas, non. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça aussi où ça rejoint des choses très inexplicables. C'est que ça se met en place tout seul. Ouais, c'est que ça se met en place tout seul et ça se met en place en fonction souvent de dynamiques qui sont récurrentes en fait, de livre en livre et du coup il y a aussi une partie du boulot qui consiste pour moi à faire confiance en ça en fait, à faire confiance à ça. C'est-à-dire que j'ai commencé, mais les premières nouvelles que je faisais étaient vraiment ultra construites. Enfin, c'est avant de commencer à écrire, je savais exactement ce qui allait se passer, tout le déroulé des événements et ça reposait du coup sur la structure narrative. En fait, c'était vraiment ça qui faisait sens. Et en fait, c'était pas très marrant à écrire parce que le fait de savoir comment se déroule l'histoire, en réalité l'histoire est déjà racontée dans la tête, donc il n'y a rien côté à quoi bon, enfin, pourquoi le refaire, c'est bon, je la connais l'histoire. Et il y a aussi le fait que ça crée, pour moi, ça crée toujours le même genre de structure narrative, c'est-à-dire qu'on avait un personnage qui était manipulé, c'est-à-dire que je ne pouvais pas laisser de marge de manœuvre au personnage puisque mon histoire ne lui laissait pas, c'est-à-dire que je savais exactement ce qu'il allait devoir faire. Et donc du coup, et là, ça rejoint aussi ces remarques sur le personnage, c'est que j'ai découvert en faisant une trilogie de BD en fait, dont le travail s'est échelonné sur plusieurs années, que les questions que je me posais sur les personnages, c'était les trucs que j'avais pas résolus narrativement. En réalité, mon cerveau l'avait résolu sans que j'y réfléchisse. Et du coup, c'était une expérience vraiment, alors là pour le coup, vraiment d'inconnaissable, c'est-à-dire que c'est mes personnages qui me racontaient, qui m'expliquaient en fait. Donc j'écrivais une scène avec un personnage, ou même, souvent j'ai tendance à faire ça, c'est un personnage secondaire, donc un personnage qui était juste là dans le décor, qui prend la parole, et qui dit ouais mais c'est pour ça, il y a machin, il y a truc. Et donc là je suis à un stade où je suis plus en... écrire le livre revient plus à me rendre compte de ce qu'est le livre, à découvrir le livre. Et typiquement pour Hildegarde, en plus c'est un livre dans lequel j'ai pris bien garde de ne pas raconter d'histoire. Enfin, c'était juste même pas possible. Enfin, j'imaginais même pas raconter une histoire sur 900 000 signes. Et donc du coup, ce que je pense qui articule Hildegarde, mais j'en sais rien parce que je l'ai pas terminé, je vois pas à quoi ressemble l'objet en entier, c'est en partie le contexte géographique et historique. Voilà, c'est-à-dire que des différents chapitres qui traitent d'aspects différents, il y a des personnages qui reviennent du fait qu'ils vivaient au même endroit, au même moment. Des thématiques qui sont aussi des thématiques historiques, et surtout je pense il y a mes obsessions à moi, enfin il y a ce que j'ai amené dans le livre, ce que j'ai amené dans cette et donc ça c'est des choses que je commence à identifier et qui sont juste ce qui est derrière mon travail, qui est des choses sur l'importance des histoires, mais en réalité ça recoupe assez tous les blabla théoriques du reste de la résidence. En fait, c'est juste ce qui me préoccupe, articulé de différentes manières, et je pense que c'est vraiment ça qui est le moteur en fait, parce que après il y a aussi la question encore plus mystérieuse derrière, c'est pourquoi c'est pas nécessaire, enfin il y a plein de gens qui le font pas, et pourquoi je le fais, pourquoi est-ce que c'est ça que je fais, et pourquoi j'ai alors je l'ai accepté comme un travail, et il se trouve que c'est mon travail, quoi. Mais en même temps et je suis très malheureux si je le fais pas. Voilà, il y a un moment je me suis dit, il y a un moment j'ai réfléchi, je me suis dit ah oui, il faudrait que j'arrête, enfin pas il faudrait que j'arrête, mais je pourrais arrêter d'écrire, et en fait je pense que c'était je m'illusionnais gravement, enfin je peux juste pas arrêter de le faire, quoi. Après je pourrais arrêter de produire des livres et de participer à la chaîne du livre, etc., mais en même temps voilà, donc ça pour moi c'est le mystère derrière le mystère, mais en même temps peut-être j'ai pas envie, c'est peut-être pas nécessaire non plus de résoudre cette question. Non. Et est-ce que quand tu travailles en collaboration, genre avec Jacques ou avec Stéphane ou avec Luvan, comment est-ce que ça marche différemment, comment tu fais rentrer l'autre dedans, dans ce travail-là? Alors le travail d'écriture on le fait toujours tout seul. D'accord. Enfin, comment dire, ce moment où on écrit, on est toujours tout seul, quoi. Et là, par exemple, le dernier truc qu'on a fait avec Luvan, c'est on a fait un épisode du Nord où on l'a écrit par mail, en fait, sur une journée. Et donc, du coup, là pour le coup, on l'a vraiment écrit. C'était action-réaction. Non, on l'a écrit par Skype, même.
Donc c'était en gros tu écris ton paragraphe, donc tu écris tes 5 lignes, tu l'envoies à l'autre, tu attends 10 minutes, puis tu as le paragraphe qui revient, etc. Mais il s'avère que le moment où toi tu es en train d'écrire, enfin où moi je suis en train d'écrire, ça fonctionne exactement sur le mode, et en mode compté en plus, enfin, je savais quelle longueur faisaient mes trucs, enfin, c'est toujours le même mode de production. Après, voilà. Après, sur la question de l'écriture en collaboration, c'est convenir en amont d'un mode de travail qui soit satisfaisant. Et là, c'est vraiment... En gros, il donne des boîtes. Ouais, c'est ça. En gros, je donne des boîtes. Ouais, c'est ça. Ouais. Clairement, je donne des boîtes. Ouais. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je donne des boîtes. Ouais. C'est pas grave. Je donne des boîtes à tout le monde. T'as raison. Mais en même temps, les gens ils respectent plus ou moins les boîtes. Des contraintes. Moi, toujours à fond, au signe près. Et en même temps, après, je m'en fous. En fait, c'est parce que moi, j'ai besoin de boîtes pour bosser. J'ai besoin de... Voilà, oui, c'est ça. J'ai besoin, même dans les trucs en collaboration, j'ai besoin de savoir quelles sont les boîtes que j'ai à remplir, en fait. Après donc je donne des boîtes à titre indicatif. Après, les gens, ils s'en foutent ce qu'ils veulent, en vrai. Je crois. Mais après, sur les trucs en collaboration, moi, j'ai aussi un problème... Mais, en fait, c'est vraiment le problème de chiffres. Hein. C'est que vraiment, avec Jacques, on était là-dessus aussi. C'était que sur les quantités, ouais, c'est ça. C'est d'essayer d'équilibrer les quantités, quoi. Que chacun écrit autant en quantité. T'es fils unique ou... Non, pas du tout. Voilà. Pourquoi? Le partage des parts de tarte. Partager, ouais. Ah ouais. Partager les parts. Non, mais ça, après c'est plus... Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est plus un tout, ouais. Mais en même temps, c'est un peu... En fait, en même temps, je pense que c'est exactement ça. C'est essayer de saisir ce qui est saisissable dans ce travail. Et pour moi c'est exactement ça qui est saisissable, en fait. C'est le décompte, enfin voilà, c'est... Et j'ai besoin de saisir quelque chose. Voilà. Je peux pas ne pas... Et en même temps, voilà, j'ai totalement conscience que c'est contingent et que c'est mon rituel. Enfin, c'est ma façon de fonctionner. Voilà. Après, d'un jour sur l'autre, aussi un truc que j'ai pour réalimenter la machine, c'est la doc, mais ça c'était le truc de la fois précédente, c'est de remettre. Mais à la fois sur le... Du coup, toi, tu m'as donné des boîtes. Ouais. Et comment est-ce que tu as senti, parce que je crois que c'est moi qui suis venu avec l'idée d'un motif. Au tout début, en fait, on travaillait sur un nombre, le nombre de signes était évident, c'était la moitié chacun. Donc. Ouais. Et je me souviens plus comment ça s'est passé, c'est vraiment une question. C'est moi qui suis venu avec l'idée d'un motif visuel, parce que moi j'ai besoin de partir d'un motif, je crois. C'est possible. Ouais. Et est-ce que, toi, t'as trouvé ça une contrainte rigolote? Est-ce que ouais, carrément. Alors après moi j'aime bien. Moi je pense que c'est aussi ça qui fait que j'aime la collaboration. C'est ça aussi, c'est d'avoir les contraintes de l'autre aussi. Enfin, c'est aussi ça. Autant moi j'ai besoin de certaines choses pour travailler. Enfin, je me suis convaincu que j'en avais besoin, parce que aussi autant les contraintes des autres me vont. J'accepte volontiers. Non seulement j'accepte, mais c'est bien. Enfin oui, c'est intéressant d'essayer de se plier à ce que fait l'autre, quoi. Mais parce que c'est consenti, enfin c'est vraiment ça aussi, c'est aussi sur ce rapport à l'autorité, quoi. C'est que accepter l'autorité de soi-même, et dans la collaboration c'est évidemment ça aussi, c'est accepter l'autorité de l'autre, accepter les choses, les névroses de l'autre et les modes de fonctionnement. Mais du coup, parce que j'ai pas eu l'impression, enfin on en a parlé, t'as dit clac, faisons ça, mais t'as pas eu de problème, enfin pour toi c'était évident. Ouais. Non, je crois pas, j'ai pas trop de... Non, mais c'est bien, non, je me demande, c'est parce que maintenant qu'on en parle, je me dis, tiens, peut-être que c'est un truc qui t'a embêté. Non, pas du tout. Et juste t'as été poli et tu me l'as pas dit. Alors, on attendra que la caméra soit éteinte, puis on en reparlera. Alors, on mais non, pour de vrai, pas du tout. Non, ça, j'ai pas de... Je crois pas que j'ai de soucis. Et après, il y a aussi, ça c'est aussi sur ce rapport à la contrainte, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé des contraintes, que ces contraintes pour moi sont claires et qu'elles sont acceptées, quand bien même elles sont arbitraires, c'est une, comment dire, c'est un mode libératoire. Après, tout est possible, quoi. C'est aussi ça, c'est exactement ça que ça sert à la contrainte, en fait, c'est de poser soi-même et de contrôler soi-même son système de domination, quoi. Et qu'une fois que c'est ça, l'idée c'est d'aller le plus loin possible avec les choses qui sont établies. Donc voilà, après s'il y a ça s'il y a des contraintes un peu pratiques de travail et le fait de travailler en collaboration qui en soi est une contrainte, quoi. Une fois que ces deux choses-là sont acceptées, roule galette, quoi. Je vais juste essayer de voir si j'ai oublié de vous dire des trucs vraiment importants, quoi. Au bistrot, ouais, ça c'est vrai que j'écris au bistrot. La peur du fourvoiement, alors ça je sais pas du tout ce que ça veut dire. La surattention, la transe, ça je vous en ai écrit. Ah oui, la surattention c'est exactement, du coup c'est l'inverse, c'est le truc qui empêche d'écrire en fait, c'est que tu te rends compte que tu es en train d'écrire, et puis tu te dis, est-ce que c'est le bon mot? Non, alors attends.
Est-ce que c'est la bonne police de jugement. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais que le jugement au moment de la production du texte est assez contre-productif. Comment tu t'en sors avec le jugement, ça m'intéresse. Et je réfléchis pas, en fait, j'arrête de penser, quoi. J'arrête d'y réfléchir. Je dis non, c'est bon, ça va pour cette fois. Alors, cortex orbifrontal, ta gueule. Ouais, c'est ça, je ferme le robinet, quoi. La bière est particulièrement efficace dans ces conditions. Et alors là, justement, pas du tout. Enfin, pour moi tout ce qui altère ça marche pas du tout, vraiment pas du tout. Alors, si après, voilà, tu peux prendre des substances et écrire des trucs n'importe quoi, mais pour moi, on n'est plus du tout dans le. Non, moi, j'y arrive vraiment pas, quoi. L'alcool, c'est pas possible, vraiment. Et enfin, voilà, après, j'ai pas de réticence en règle générale, hein, mais c'est simplement, dans le cadre du travail, pour moi, c'est pas du tout compatible. J'ai aucun souvenir d'avoir. Pas le bruit. Le bruit me gêne. Alors, le bruit me gêne. Ce qui me gêne le plus, c'est les conversations dans ma langue. C'est ça. Et les cris des enfants, non? Non, ça, je m'en fous. Oh, et la musique, la chanson française. Ça, voilà. Ah, voilà. Et donc du coup j'ai trouvé le bon bistrot où il passe jusque vers 11h30, il passe du swing, c'est super, c'est parfait. Voilà. Et donc là j'ai plus aucun souci. Voilà. Après les gens qui chantent en anglais, ça me pose pas de problème. Ça vient pas. C'est pas des mots en fait qui viennent se rajouter Après j'ai aussi quand je travaille dans le train, je mets des bouchons enfin voilà, mais comme tout le monde dans le train a des bouchons maintenant, donc je me sens pas non particulièrement violent. Hein. Vis-à-vis de mon entourage. Alors sinon j'ai une super citation de Crumley, mais ça c'est la bonne vieille citation des gens qui viennent me voir en me disant comment tu fais, j'aimerais bien écrire, quoi. Alors Crumley il dit c'est facile, tu t'assieds sur ton cul et t'écris. Oui. Et de la question suivante, mais c'est pas difficile, fait si mais j'ai le cul très dur. Donc du coup mais en même temps je pense que voilà, il y a quelque chose de fondamentalement, c'est juste ça, quoi. C'est s'endurcir le cul, quoi. Et du coup l'expérience de l'écrivain, c'est de savoir qu'il est capable de faire telle ou telle chose parce qu'il l'a déjà fait. Alors voilà, ça c'est super. Et évidemment c'est aussi ce qui fait en tout cas moi, c'est exactement le moteur d'essayer d'aller faire ce que je crois que je peux pas faire ou que je sais pas que je peux faire. Ouais. Comme un gros livre sérieux sur Hildegard de Bingen que manifestement je dois pouvoir le faire. Sauf s'il s'avère une fois que j'ai terminé que c'est pas du tout un livre, que je me suis fourvoyé depuis 5 ans. Et là, comme quand j'en ai parlé à tout le monde, que j'en ai lu des bouts, ça va être la grosse déprime. Tu fais illustrer par Alan Moore et ça devient un grimoire de magie. Je suis pas trop sûr non plus. Alors je vous ai amené des pièces. Je vous fais juste passer les pièces que j'ai ramenées. Ça c'est mon tableur Excel. Ça c'est le manuscrit. Ça c'est le manuscrit. Il est où le sac Evidence? Des bouts de manuscrits. Et c'est tout ce que je vous ai ramené. Et là je vais vous lire ma journée de travail si vous voulez. Alors je vous donne pas le contexte. Hein. C'est juste la fin. Du coup c'est la fin. Ouais. C'est la fin du chapitre devait venir lundi et puis je me suis rendu compte que la fin du chapitre était arrivée. Il dit ces derniers mots en se levant, lisse du plat de la main le devant de son habit et fait mine de s'en aller. Tu te redresses sur ton chevet, mais l'homme ne t'accorde plus aucune attention. C'est comme s'il avait parlé du fond d'un sommeil profond et que son rêve tout à coup le rappelait ailleurs. Te tirant dessous la couverture pour le suivre, tu réalises soudain que tu es sans habit. Le temps de prendre à la volée quelques nippes à tes voisins de chambrée, le temps de t'en couvrir, le petit homme barbu a déjà disparu dans le couloir. Un valet le remplace qui entre portant 2 seaux d'eau chaude à la main. Qui était cet homme qui vient de partir, lui demandes-tu. Était-ce bien l'empereur? Était-ce Barberousse lui-même qui est venu me parler? Le jouvenceau te regarde l'air niais et tu tournes les talons avant d'entendre sa réponse, qui tarde à venir et que tu devines incrédule ou franchement consterné. Descendant puis remontant le couloir, tu ne trouves plus trace de ton dernier compteur. Tu passes par une salle de banquet que l'on apprête. Ses portes grandes ouvertes donnent sur une cour ratissée de frais. Des femmes accroupies nouent d'interminables guirlandes de fleurs roses et rouges. Le palais de Barberousse est ouvert en grand. Les gardes, assis dans l'herbe, jouent au dé dans un casque. Tu sors. Le ciel est blanc et vide comme une page grattée, rendue à sa virginité par les violences de la nuit. Les gens que tu croises ont le visage ouvert, les yeux brillants et tous te semblent beaux dans le soleil, innocents et inconséquents. Ce que tu as vu cette nuit n'est plus qu'un souvenir. Quelques heures seulement ont passé. Le jour a dispersé les ténèbres et te voilà déjà qui peine à retrouver dans ta mémoire l'intonation exacte des cris qui te glaçaient le sang, les teintes, les formes de ces corps écrasés sous le bois. Les passants te saluent d'un sourire, d'un hochement de tête ou d'un mot à peine articulé. La plupart ont des traits exotiques, des accents étrangers. L'herbe autour d'Ingelheim est d'un vert profond et brillant, un émeraude d'enluminure et caresse tes mollets nus. Le paradis, baigné de la lumière, doit avoir quelque chose du soleil de ce matin.
Sans bien savoir où tu vas, tu marches à contre-courant des groupes qui se forment, qui convergent en une petite foule aux abords du palais, étrangers réunis pour la conclusion des grandes festivités de Pentecôte, une joute peut-être, un spectacle certainement, et de grandes agapes au cours desquelles les chiens des écuyers eux-mêmes mangeront de la viande jusqu'à n'en plus pouvoir. « Ah, tu es là, toi !» clame un gros bonhomme soudain apparu au milieu de ton chemin. Guillot de Provins plus replé et plus rouge que jamais. Son haleine pue l'ail, le rance, le vin de nuit. Qu'est devenu Abélard, lui demandes-tu aussitôt. Que s'est-il passé à Sens? Comment Bernard a-t-il remporté le duel? Qui était Rénal de Dassel? Et Élisa, l'arbalètrière? Qui Prima d'Orléans? La juive de Cologne, était-elle la juive de Worms? Pourquoi ne terminez-vous jamais? Guillot plaque une main sur ta bouche pour te faire taire et fronce les sourcils, feignant le sérieux du maître d'école. Il n'y a plus de temps pour ça, réplique-t-il, parce qu'il s'est assuré que tu ne parleras plus. La fête court à son terme. Le soleil vers le zénith. Midi sera à peine passé que les visiteurs un à un s'en iront. Le pays se videra et il ne restera plus derrière nous que quelques eaux pour les oiseaux, des brocs abandonnés et des prés incultes tant ils auront été piétinés. Plus d'histoires patiemment déroulées, mais des jeux brefs, du vin vidé, des baisers cueillis à la volée. Plus de récits de la vie des autres, mais ta vie à toi, sans distance, sans commentaire ni réécriture dans le passage fugace de chaque instant qui fuit. Tout ce qui ne t'a pas été dit, tu pourras l'inventer tout à l'heure. Maintenant, viens, suis-moi. Et à son tour, le bourguignon essaye de t'entraîner. Cette fois pourtant, tu lui retires ton bras avec un geste sec, et sans rien lui dire, tu lui tournes le dos et t'éloignes en sens inverse. Sans doute te regarde-t-il partir un instant, puis hausse-t-il les épaules pour reprendre sa route, et quelques pas plus loin t'oublier pour de bon. Peut-être conservera-t-il une image de toi, et peut-être une de tes questions reviendra-t-elle le travailler un jour, dans quelques mois ou bien quelques années. Cela non plus tu ne le sauras jamais. Tu ne regardes pas en arrière, tu marches droit au fleuve. Le Rhin est incolore, sa surface étincelle et ses miroitements seuls indiquent que de l'eau coule. C'est l'eau des grands glaciers bleus et des sources souterraines, celle de toutes les averses de ce monde mêlée à elle-même, la bile insaisissable. Elle roule, se précipite sans y songer vers des contrées inconnaissables, vers l'au-delà de l'horizon, la mer Océane. Tu t'assieds sur la berge, ôtes tes souliers, plonges tes pieds nus dans le flot frais. Le temps qui passe est une caresse, ne songe plus à rien. À sa grande table de bois fait, l'Endkaiser se tourne avec lenteur vers l'enfant qui revient. La clarté est chiche, nous sommes sous la terre, hors du temps, dans la forteresse du Kyffhäuser. Alors, demande le dernier des empereurs, les oiseaux, est-ce qu'ils sont toujours là? Voilà, donc ça c'est la fin de l'avant-dernier chapitre. Mais quelle suspense! Les oiseaux sont-ils toujours là? Voilà, et merci beaucoup.